monde, c'est JP et Mimi Migou de Memento Mori pour une interview ce mois-ci. Tout déjà, nous adressons encore une fois nos meilleurs vœux. Migou, bonne année. Oui, mes meilleurs vœux également. De vive voix. Aujourd'hui, nous recevons donc HK du Vamakara Studio. Alors, c'est un musicien, oui, mais ce n'est pas, ne vous attendez, enfin, pensez pas que c'est en disant, je suis passé à côté du groupe. Mais HK est ce qu'on appelle un homme de l'ombre. Vous avez certainement dû déjà écouter un de ses albums, donc vous connaissez forcément son travail. HK, salut. Bonjour, tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024. Toi aussi. Des albums à 2024 BPM, ça peut être bien. À éditer, ça va être chiant. Moi, je le dis. Ça va être chiant. Il a intérêt d'être carré, le batteur. Je vais te dire que... Est-ce que l'oreille est capable d'entendre? Sachant qu'un BPM sur n'importe quel logiciel, je crois que le maximum ça va être 330 ou 340 BPM. Je pense que même 2024 BPM, ça met le logiciel en PLS, tu vois ce que je veux dire. On va plutôt souhaiter des albums avec des solos à 2024 notes alors. Alors ça, il faut appeler Nils Cobaron. Voilà. Nous allons, le grand Nils. Donc, HK, comme on disait, tu travailles dans le studio. Enfin, tu es le créateur du studio Vamakara. Donc, on va revenir un peu après. Tu n'es pas tout seul dans le studio. Je crois que tu travailles avec d'autres personnes aussi de notre scène, mais ça, on reviendra. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse, s'il te plaît? La genèse. Rapidement, je suis pas du tout ingénieur du son de formation. Je n'ai pas fait d'école pour ça. J'étais musicien très longtemps. J'ai fait de la scène, des albums, etc., etc. Et puis j'ai commencé un peu à mixer mes propres démos. Ça commence toujours comme ça en général. Et puis donc j'étais graphiste avant. Ma boîte a fermé. Je me suis retrouvé sans boulot en fait, ni plus ni moins. Et puis je faisais du son comme ça, juste histoire de passer le temps, en attendant de retrouver du taf. Et un jour, j'ai un groupe qui s'appelle Autargos qui m'a proposé de bosser avec eux sur leur album Xenochaos en 2015, je crois. Et tout est parti de là. Et un jour, je remontais du sous-sol, là où était l'ancien studio de la maison, dépité parce que j'arrivais pas à trouver de boulot, et ma femme me dit mais lance le studio, ça va marcher. Moi je lui dis mais attends, on vient d'acheter, on va être parents. Non, je vais pas faire ça. Et elle dit si, vas-y, je suis sûr que ça va marcher, je te soutiens et tout. Donc c'est grâce à ma chère et tendre épouse que je suis là aujourd'hui. Voilà. Ce qu'on dit bien effectivement, donc derrière chaque grand homme se cache une grande femme en fait. Oui. Donc effectivement, Autargos, les fameux Autargos, justement ça tombe bien, j'ai parlé un petit peu d'eux aussi avec Nico juste avant, parce que avant toi j'ai interviewé Nicolas Muller, donc il a joué aussi avec eux. Donc voilà, 2 fois Autargos dans la même journée. Je crois qu'en 2024, ils signent un peu un retour parce que tu travailles actuellement avec eux, si j'ai bien compris. Pas du tout. Pas du tout, j'ai très mal compris. Non, ils sont pas en train d'enregistrer quelque chose ou ils n'ont pas enregistré quelque chose, je sais pas. Je ne suis pas au courant. Eh bien voilà. Pour de vrai, je ne suis pas au courant. Non mais d'accord. S'ils enregistrent des choses, c'est très bien. Il faut que les groupes vivent, il faut qu'ils enregistrent, il faut qu'ils fassent des choses. Non, je ne pense pas que ça sera moi derrière les manettes sur cet album, mais ce qui fait partie finalement de la vie d'un groupe et d'un ingénieur du son. Oui. C'est-à-dire qu'on peut travailler 3, 4, 5, 6 albums avec un groupe, et puis le groupe décide de changer de crèmerie, et c'est tout à fait normal, et il faut changer parfois, c'est comme ça. Bon. Oui, parce que je suppose que chaque studio doit avoir un petit peu sa patte, sa signature, son son un petit peu particulier, et que il arrive un moment, un groupe peut aussi avoir envie d'avoir un autre son, une autre façon de faire, et c'est voilà. C'est exactement ça, et moi j'ai tendance à très souvent faire un parallèle entre un studio d'enregistrement et un tatoueur en fait. C'est le tatoueur, il a sa ligne, il a son trait, il a sa façon de tatouer, voilà. Un studio, c'est pareil finalement, c'est l'ingénieur du son, il a qu'un seul cerveau, il a qu'une seule paire d'oreilles, donc au bout d'un moment, on retrouve, même si de production en production c'est différent parce que le groupe est différent, le style est différent, enfin bref, il y a plein de choses qui font que de toute façon ça sonnera différent. Mais c'est vrai qu'on va retrouver un petit quelque chose de production en production qui va être la patte, justement, la signature sonore, comme tu disais, JP, tout à l'heure. Des recettes magiques, effectivement, de ça. En termes d'albums, effectivement, on peut parler donc. Il y a quand même eu des albums de Targos, il y a eu Loud Blast, il y a eu Cincenaeum, il y a eu Mes copains normands de Cause for Conflict aussi, qui étaient passés par chez toi il y a 2 ans, je crois.
Oh Donc, non, plus que ça. plus que ça. Oh, Déjà, plus que ça, plus que ça. ah oui, remarque, c'est Plus que peut-être au ça. niveau du confinement. Ah non, c'était avant, ça devait être C'était même quand? 2018, je crois. Ah la vache, déjà. 2019, 2000. Ah non, peut-être un peu après. Non, ça fait au moins 3 ans. Ouais, je pense D'accord. que ça fait au moins 3 ans. Donc voilà, Dagoba, tu as aussi travaillé sur les albums des Tambours du Bronx. Ouais, Oui. même pas fait exprès. Même pas fait exprès, mais non. T'as eu l'honneur, enfin, nous avons eu l'honneur de passer aussi sous ta coupe avec mon ancien groupe Evolution Zero aussi, un tout Tout petit à peu en fait. 2019-2020. 15 ans d'activité, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Alors, le studio, vraiment, professionnellement parlant, ça fait 7 ans maintenant, quelque chose comme ça. Et après, en termes d'activité vraiment musicale, moi, ça fait trop longtemps que je navigue dans la scène. Je vais pas dire mon âge parce que je suis un peu pudique, tu comprends. Mais non, 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 ça doit faire, je sais pas, la vache. J'ai commencé la zik 2000. Oh la vache. Non, même avant. Avant, qu'est-ce que je dis? Ouais, 98. Je crois que mon premier groupe c'était 98, quelque chose comme ça. Ok. Et puis voilà, je suis tombé dans le métal, je devais avoir 11 ans. J'en ai 45, voilà, c'est bon, je l'ai dit. Ça va, ça va. Petit Ouais, joueur. ouais, et puis voilà, cette musique m'a jamais quitté finalement. Et aujourd'hui, le fait de faire de mon métier cette musique, c'est une chance de ouf. Et je pèse mes mots parce que c'est très compliqué finalement, que ce soit en tant que musicien, ingé son, enfin n'importe quelle activité liée à la musique. C'est compliqué d'en faire son revenu en termes de salaire premier, quoi. Ouais. Ce qu'on disait tout à l'heure justement avec Nico, on rigolait sur la blague de ACDC, c'est une longue route pour faire du rock'n'roll, mais tu confirmes encore une fois ces dires-là, effectivement, ça demande beaucoup, beaucoup de travail aussi, beaucoup Ah oui, d'années oui, avant de. comme, comme dirait mon cher et tendre ami Boris Le Gall, c'est full dedication, parce que c'est vraiment, tu fais que ça, tu penses que ça, et si tu veux y arriver, bah, tu fais encore plus que ça, et 4 fois plus que tout le monde, et voire 10 fois plus que tout le monde, et peut-être que tu auras la chance de. Moi, j'ai vraiment, c'est une chance euh, tous les jours quand j'arrive ici, tu vois, quand j'ouvre la porte, je dis quel bol, tu vois, quel bol. Ouais. Vraiment, c'est de la chance. Et puis, comme tu le disais, tu as égrené quelques noms avec qui j'ai travaillé. Et c'est vrai que, tu vois, quand je regarde en arrière, où je me revois justement avec ma femme qui me dit, mais vas-y, ça va marcher. Si à ce moment-là, il y avait mon moi du futur qui était venu me voir en me disant, tu vas bosser avec Joey Jordison. Et j'aurais dit, ah, vas-y, arrête de te foutre de ma gueule, casse-toi, tu vois. Et en fait, non, c'est arrivé. Donc, c'était ouf. Voilà, c'est ouf. Qu'est-ce que tu en gardes justement d'avoir une personne, enfin avec cette aura-là dans ton sérail à un moment donné? Est-ce que ça reste un super souvenir? Est-ce que tu te dis, bon, voilà, c'est les autres, c'est tout aussi bien? Ou est-ce que, non, vraiment, là, tu te dis, j'ai quand même atteint un petit Graal, là. Ah bah, c'est évident que quand tu te retrouves avec des musiciens qui ont marqué ta jeunesse, parce que tu vois, je parlais de Mm. Joey, mais moi j'ai écouté Slipknot, tu vois, 80, Ils sont 19, arrivés. 16, Ouais, 17, je sais plus, quelque chose comme ça, Je avec le crois que l'année premier vraiment, album. ils ont débarqué en France, ouais, c'est 99-2000, un truc comme ça, Ouais, hein. avec l'album éponyme, Ouais. où je me rappelle à la première écoute, j'ai fait, mais c'est quoi cette merde? Parce que je comprenais pas. Ah Moi, ouais? je venais du heavy metal, un peu death, tu vois, Maiden et compagnie, tu vois. Moi, je suis arrivé avec ce truc qui était en plus novateur à l'époque, tu vois, et j'ai pas compris au début. Et après, j'ai écouté, et puis j'ai apprécié. Je suis vraiment rentré dans le monde Slipknot. J'ai pas décroché Slipknot pendant très longtemps. Et de me retrouver à travailler avec pendant 2 semaines, quoi. Tu vois, je suis resté 2 semaines avec les gars de Sinsaenum et donc Joey. Bah ouais, évidemment, même si tu as ton côté pro, tu dois faire le job et tu y vas et machin, tu vois, mais il y a quand même un côté qui te dit putain, la vache. Ah ouais, quand même, je suis en train de me faire une raclette avec Joey Jordison. Ouais, C'est c'est juste ça, ça. quoi. Tu là, tu fais ouais, bon, normal. Donc, et c'est comme ça que j'ai rencontré Fred Leclerc. Enfin bref, il y a. Ouais, non, Est-ce qu'il n'y a c'est. pas, est-ce qu'il y a pas un risque de se prendre un petit peu le melon à un moment donné et de se prendre les pieds dans le tapis? Alors, je pense que tu peux pas. Je pense que tu peux pas te prendre la tête dans le métier que je fais. Alors, il y a certainement d'autres métiers qui vont dire oui, moi aussi, je peux pas, mais
Parce que c'est un métier où tout va tellement vite, où comme je disais tout à l'heure, tu vois, les groupes peuvent aller dans un autre studio, voir un autre mec, machin. Donc, tu es sans arrêt obligé de te remettre en question, tu es sans arrêt obligé de te challenger toi-même, tu vois, pour augmenter la qualité de tes productions, suivre aussi les tendances, parce que c'est un métier qui est beaucoup lié aux tendances. Oui. Avec tel son, en ce moment, c'est comme ça que ça marche, etc., etc. Que si tu commences à te dire, ah, c'est bon, vas-y, tranquille, hop, c'est bon, je suis arrivé, en fait, avant même d'avoir pensé ça, t'es mort. Et du coup, la frontière est assez mince entre pouvoir, enfin, alors quand je dis se servir, c'est entre guillemets, mais pouvoir se dire au niveau de son CV, les gars, regardez, je suis sérieux parce qu'il y a ça, 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 sans paraître pour, hé les gars, vous avez vu, il y a ça, 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 ça. C'est vraiment très, très mince quand même. De toute Et façon, avoir envie de dire, hé, vous avez vu? Ouais, c'est ça en fait. Vous avez vu? Putain, moi, de toute façon, il y a un peu les deux. Enfin, on va pas se le cacher. Je veux dire, quand tu travailles avec des artistes ou des groupes qui comptent dans la scène sur laquelle tu travailles, évidemment qu'il y a un côté retour. En fait, tu vois, tu t'es tellement investi, tu as tellement bossé que tu machin que bah oui, tu es fier en fait de dire C'est ça. que tu as bossé avec tel machin ou comme un groupe, tu vois, qui a bossé comme un cinglé et qui pour la première fois part en tournée avec un groupe qu'il adore. Bah, C'est évidemment ça. qu'il va le dire. Tu vois, c'est normal. En plus, c'est de la musique, donc on bosse avec de l'émotion. Enfin, c'est pas de trucs, tu vois. Mais, euh, mais oui, bah oui, tu le dis. Et puis derrière aussi, il y a un côté de sanctionner finalement le fait que tu sais faire ton travail. S'il y a des gens qui sont connus et reconnus, qui te font confiance, ça veut dire que quelque part, t'es pas trop un nul, à peu Ouais, près, normalement. normalement. Mais et puis ouais, c'est normal comme un tatoueur. Je vais encore reprendre l'histoire du Oui, tatoueur, mais mais c'est tu vas assez chez un juste à tatoueur voir. qui a fait ses preuves, qui est connu, tu vas chez un Tintin, chez un Dimitri HK, tu vas chez ces gens-là, parce qu'ils ont pignon sur rue, parce qu'ils sont reconnus, parce qu'ils sont là depuis longtemps aussi, et que tu sais que si tu dépenses tant d'argent dans un tatouage, bah, tu vas pas te retrouver avec sur la page Facebook, tu as tout raté parce qu'en fait, le mec, il t'a salopé, tu vois. Non, tu vas te retrouver avec une belle pièce sur le bras, etc. Et ben, un studio, c'est pareil. Voilà. C'est très important justement cet aspect du prix parce que on est effectivement maintenant à une période où avec un petit peu de démerdouillage et un petit peu de matériel, les gens disent ouais bon bah c'est simple de faire du mix, mais c'est vrai qu'on a déjà vu des albums où pourtant musicalement ça peut être la meilleure musique du monde, mais une production ratée peut bâcler complètement le truc et ça les gens pensent que bah au final c'est juste pousser des boutons, alors que non. Enfin voilà, c'est quand à partir du moment où quand tu commences à travailler avec justement des studios comme le tien ou qui ont vraiment du, du, du galon, on se rend compte que non, c'est pas juste pousser un bouton, c'est qu'il y a vraiment aussi du travail derrière. Il faut que les gens comprennent bien que comme pour les tatoueurs, c'est bien beau d'avoir un cousin qui peut nous faire ça à 50 balles dans sa cuisine sur un PC portable avec un tout petit truc, mais un bon album, c'est aussi en majeure partie grâce à la production aussi, quoi. Alors, je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais je vais tout de suite te donner un exemple pour te dire, ah ouais, effectivement, il y a un mixeur qui s'appelle Zach Servini, qui est Mhm. énorme, qui a fait le dernier Architects, Ok. voilà, qui a fait Bring Me the Horizon, enfin voilà, c'est quand même un mec qui pèse un petit peu dans le game, comme on dit. Et l'album de Architects, dont le nom m'échappe complètement, mais où il y a le single Animals dessus, en fait, il l'a mixé sur un laptop avec des AirPods dans une chambre d'hôtel. Oui, mais il a quand même le boulot. Enfin, je veux dire, tu payes Voilà. voilà, En tu fait, payes le talent du mec. tu payes le talent du mec, mais je pense que vraiment, hein, je le vois tous les jours, euh, un bon album ou un album réussi, on va pas parler de bon album, on va Oui, parler d'un voilà. album réussi, c'est vraiment un truc qui se passe entre la musique proposée par le groupe. Il faut qu'elle soit bonne parce que c'est ça, la base de tout, c'est ça. Il faut que la musique proposée soit bien composée, bien pensée, bien interprétée, bien jouée. Enfin bref, qu'elle soit cool et que derrière, en fait, le mixeur comprenne ce que veut faire le groupe avec sa musique et qu'il la mette en valeur. Et en fait, moi, j'aime bien dire que je suis un traducteur. Tu vois, je suis le traducteur entre le groupe et l'auditeur. Il faut que Oui, l'auditeur, en écoutant la prod, il se dise ah, putain, le groupe, il est cool. On passe pas à la prod. En fait, nous, mixeurs, on est des gens de l'ombre et j'aime bien rester dans l'ombre parce que je préfère quand je lis les chroniques, parce que je lis les chroniques évidemment hein, des albums que je fais, mais j'aime bien lire, putain, c'est cool et tout. Vraiment, l'album il est réussi, c'est chouette. J'ai passé un bon moment à l'écouter. Les compos sont cool, c'est vraiment un bon album. Et en fait, qu'on ne parle pas de la production, qu'on ne parle pas du mix. Parce que ça veut dire que j'ai fait mon job en fait. Ça veut dire qu'on parle du groupe
Et moi, je suis là pour qu'on parle du groupe, je suis pas là pour qu'on parle de moi. Bon, là, si, mais en général, non. Non, mais tu as réussi à mettre en valeur effectivement le truc pour que les gens se disent et profitent vraiment. Comme tu dis, effectivement, oui, c'est la petite recette de cuisine, quoi. C'est le petit truc derrière où tu participes quand même dans ça. Et c'est quand même, mine de rien, c'est une étape importante, je pense, dans un groupe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, tu vois, tu as des groupes qui vraiment ne veulent pas franchir ce cap financier en se disant, il n'y a pas besoin. Alors que s'ils veulent vraiment paraître crédibles, un minimum, il y a un moment où tu es obligé quand même de se dire, il faut. Ouais, je pense que mon analyse plutôt, parce que les avis, c'est comme tout le monde en a un, tu vois ce que je veux dire. On est un, on est d'accord. Ouais, en fait, je pense que les groupes qui se disent on va faire ça nous-mêmes, c'est déjà évidemment parce que c'est une question de finances, hein, parce que tous les groupes, enfin beaucoup trop de groupes, malheureusement, peut-être qu'on y viendra après, n'arrivent pas à vivre de leur musique correctement en tout cas. Donc ils font des sacrifices en se débrouillant beaucoup le système D finalement dans cette scène-là, c'est surtout ça, ou l'entraide, ou les potes qui filent un coup de main, bref. Donc ça, c'est un premier point qui explique pourquoi ils franchissent pas le pas. Et l'autre point aussi, c'est que pour eux, dans leur tête, ils se disent bah ça sert à rien. C'est pas que voilà, c'est juste ça sert à rien, c'est pas grave en fait, finalement on s'en fout, c'est de la musique, machin truc. Même si ça commence à changer parce que c'est vrai que depuis quelques années avec l'avènement de Spotify, même avant avec MySpace et tout, en fait il y avait un concours entre les groupes à qui aurait la meilleure prod ou à qui sonnerait le plus fort. Enfin ça on a eu ça aussi. Ça tend à changer quand même. Ça tend à changer. Et puis l'accessibilité ou l'accès en tout cas aux connaissances pour mixer, c'est beaucoup plus démocratisé. Aujourd'hui, il y a plein de programmes sur Internet où tu peux t'abonner, tu es un élève et qui sont en général très très bien faits. Je pense à Nails the Mix par exemple, qui est américain, qui est vraiment super bien fait. Il y a Pure Mix aussi, enfin bref, il y en a plein. Et aujourd'hui, on peut se débrouiller finalement à sortir une bonne prod, oui, seul, sans aucun problème. Après, ce qui va faire la différence, c'est effectivement le point de vue extérieur, l'expertise, la production. Dire, bah là c'est bien, là c'est pas bien. Peut-être que ton harmonie de voix, elle serait peut-être mieux comme ça. Tu veux dire quoi avec ton texte? Tu veux dire ça? Ok, bah peut-être l'interpréter différemment. Donc en fait, le rôle du professionnel, entre guillemets, c'est finalement d'avoir ce petit 5% de plus qui va faire la différence Ce à recul l'arrivée. extérieur nécessaire pour être assez Ouais, objectif aussi. ouais, Et voilà, complètement. dire parfois au groupe, non, là, ça, moi perso, je l'aurais fait peut-être pas comme ça. Bon, après, tout en respect, je suppose que derrière, oui, parfois tu dis, bon, c'est votre décision, les gars. Moi, je l'aurais pas fait comme ça, mais c'est votre album. Mais oui, comme tu dis, c'est ouais, ce petit 5% nécessaire. Ouais. Et tu dis justement que toi, quand on écoute un album, si on ne parle pas de la production, tu as réussi ton coup. Et enfin, moi, je me rends compte quand on écoute des albums avec Vincent, c'est souvent une des premières choses qui ressort. Bon, après, bien sûr, on écoute bien sûr toute la musique, enfin tout ce qui va autour, mais une des premières choses qui va ressortir très fortement, c'est justement la production et de se dire ah, elle est claire, elle est belle, elle est, enfin voilà, on entend toutes les pistes, tous les instruments. Après, ça doit être certainement aussi une question de ce que le groupe veut. C'est vrai que moi, je suis plutôt une adepte des productions qui sont relativement claires. Le black metal un peu enregistré avec les pieds, comme on dit, et c'est pas forcément ma tasse de thé, mais je peux comprendre que certains puissent aimer ça. Mais enfin, pour moi, la production, ça fait vraiment partie du tout, et tout comme l'artwork aussi, parce que c'est comme une couverture d'un bouquin, c'est ce qui va nous donner l'envie, qui va déclencher un petit peu Le traducteur cette dont je envie-là. parlais tout à l'heure, Oui, tu c'est vois, vrai. la traduction, hein, et puis tu parlais de la pochette et c'est intéressant parce que enfin, moi je me rappelle quand j'étais gamin, tu vois, que j'allais chez le disquaire du coin et on pouvait pas. Aujourd'hui, tu vois, tu vas sur Internet, t'écoutes l'album avant même qu'il soit sorti, tu vois. C'est Donc, ça. moi à l'époque, je regardais les pochettes, putain, la pochette elle est cool, vas-y, je peux l'écouter, tu vois. D'abord la pochette qui me donnait envie d'écouter le truc, tu vois. C'est comme un bouquin, hein, c'est la même chose. Hein. Ouais, C'est comme ça que tu t'en retrouvais à découvrir des albums de Maiden, ou que tu savais mais qu'avec ouais, une pochette de Death, tu allais mais ouais. avoir dans un truc de Death Metal. Enfin, voilà, ouais, Ouais, clairement. complètement. Et le truc, tu vois, c'est que ouais, de prime abord, effectivement, tu vas dire ouais, la production, machin. Bon, peut-être parce que aussi tu es journaliste et que tu es des médias, machin, et que tu as l'habitude de faire ça. Mais, euh, mais tu vois, c'est ça le truc en fait. C'est que si de base tu fais ah putain, ça sonne cool, je vais écouter. C'est-à-dire que de base,
Tu es déjà en train d'écouter le groupe, tu es déjà en train d'écouter son message, parce que la porte d'entrée, l'accueil que le groupe t'a fait, était le bon, en fait. J'ai eu le cas, moi, justement, il y a quelques semaines, avec le dernier album du groupe de black metal. Justement, tu parlais de black metal, Miku, mais le groupe Juder, qui est, enfin, Oui, voilà, moi, je me souviens des premiers albums où c'était sur les premiers Metallian où j'écoutais ça, mais je me foutais de leur gueule en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas. Et chaque année, chaque fois qu'ils sortaient un truc, j'essayais. Et là, je trouve que la dernière prod qu'ils ont sortie les met vachement en avant. Ça rend agréable à écouter. Et c'est la première fois que je me suis dit, il va falloir que je me pose pour l'écouter parce que l'album, limite, me donne envie. Alors que pourtant, c'est vraiment du black metal, tout ce qui est plus primaire. Et oui, comme tu dis, effectivement, du coup, la traduction, bah, tu trouves. Là, pour le coup, on est vraiment sur le Fast and Furieux et pas le rapide et, rapide et en colère. Tu vois, là, ouais. Et puis, il faut que la prod convienne au groupe, en fait. Merci. C'est ça, le truc, c'est. Tu vois, tu parlais d'Otargos et tout. Moi, je sais que de plus en plus, je m'écarte de cette scène-là, en fait. Ok. Parce que j'aime l'écouter, mais j'aime de moins en moins la produire. Tu vois. Je me souviens que tu aimais bien de toute façon les productions, en tout cas de batterie, avec des sons naturels. Et c'est vrai que malheureusement, dans ces styles-là, on est vraiment sur pas du truc synthétique, mais du truc quand même très. Bah, Bah, si c'est Nico qui fait la batterie, ça devrait bien se passer, tu vois. Ouais. Non, Ça non, non, devrait bien se passer. c'est pas lui qui fait la batterie sur Hortagos. Ils ont repris Julien Elwin. Ah, très bien, super. Donc il est revenu après des années. Mais oui, voilà, c'est vrai que c'est quand même les stéréotypes des productions métal modernes avec un son très. Enfin, nous, pour les batteurs, pardon, on parle d'un son plastique. Je peux Mm. comprendre que toi, enfin, amoureux du son de la batterie comme tu es, oui, c'est des trucs qui sont. Ouais. Ouais. Après le truc, c'est que il y a eu une mode, alors ça, je pourrais en parler des heures, mais il y a eu une mode où il fallait que la batterie sonne extrêmement triguée, comme on dit. C'est-à-dire très mécanique, finalement, dans le son, dans le ressenti aussi. Et là, de plus en plus, en fait, on se rend compte que les productions commencent à redevenir beaucoup plus naturelles, sans perdre le côté moderne et punchy Oui, et patate, tu vois, mais on commence à retrouver, et je suis très content de ça, hein, des sons beaucoup plus euh, moins parfaits, en fait, tu vois, c'est parce ça. qu'évidemment, une vraie batterie, tu peux pas que tout soit. Enfin, tu peux, mais c'est compliqué, tu vois. Il faut que le batteur il joue très bien, il faut que la pièce dans laquelle la batterie est Oui. enregistrée sonne très bien, faut que les micros. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs. Enregistrer une batterie, c'est une plaie intersidérale, mais j'adore ça parce que c'est justement très compliqué, donc je trouve que c'est hyper challengeant, donc j'adore. Mais je sais plus pourquoi on dit ça, on s'écarte complètement, on est en train de parler de batterie. JP, ne parlons pas de batterie, tu sais très bien ce qui va se passer. Merde. Oh, Si, mais bon, on peut continuer parce que justement, vous proposez d'ailleurs des kits de batterie en RAW. Ah, les samples batterie. Ouais, Ouais, j'ai sorti ça, là, je suis en train de bosser sur un autre d'ailleurs avec Romain Sauvageon de Bukowski. Mais en fait, tous ces samples de batterie-là sont pas du tout pensés pour remplacer complètement une batterie. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu produis une batterie aujourd'hui, tu as deux solutions, même trois d'ailleurs. Soit tu prends la batterie que tu enregistres telle qu'elle, tu fais des EQ, des machins, et c'est tout. Donc ça va sonner acoustique, mais bon. acoustique, très acoustique. Et pour certains styles de métal, ça marche pas du tout quand c'est complètement acoustique. Par-dessus cette batterie-là, donc la grosse caisse, la caisse claire et les tomes, tu vas rajouter ce qu'on appelle des samples, c'est-à-dire que c'est des sons de batterie enregistrés, tu vois, qui correspondent aux sons de batterie. Donc c'est des vrais sons de batterie avec vraiment avec un batteur qui tape sur des trucs, et voilà. Et tu vas mélanger les deux et ça va te permettre d'avoir une définition un peu plus importante de ta batterie. Donc plus de punch, plus de présence, plus de trucs, de machin. Ok. Et ça, c'est ce que je fais en fait, c'est que je fais des sons additionnels de batterie, des samples de batterie, qui vont venir sublimer le son de base, mais pas les remplacer. Et la troisième option, c'est tu gardes que les cymbales, tu mets tu mets d'autres sons de batterie Tout en issus de midi, super drummers, de MIDI, de machin, de trucs, et puis en avant Guingamp, et voilà. Mais sur certains styles, il faut ça. Tu as certains styles de métal extrêmement modernes, où si tu mets une vraie batterie, pur jus, c'est pas. Non, en fait, tu fais pas ça. Un Lorna Shore, tu fais pas ça. C'est pas une vraie batterie sur Lorna Shore, je vous le dis. Hein, c'est un Ah vrai oui, batteur, non. il est très bon le batteur. Mais Oui, sur la oui. production, il y a beaucoup de fausses batteries dessus. Voilà. Voilà. oui, mais alors dans ce cas-là, une fois qu'ils sont sur scène, Ah ils... bah. Voilà. En fait, le truc, c'est que il y a eu ouais, dans les années 2000, il y a eu cette espèce de course à l'armement entre le volume des CD qui était de plus en plus fort et que ça en devenait complètement débile, et
Et aussi cette course à la vitesse, à la batterie qui soit la plus puissante possible au son, machin. Et au final, on se dit, ouais, c'est pas grave, vas-y, programme une batterie qui est complètement en jambe, on s'en fout, hein, c'est pas grave, avec des tapis de double qui sont ultra rapides. Ouais, mais sauf que quand le batteur il se retrouvait sur scène, et ben tout le monde faisait, wow, garçon, t'es mignon, C'est mais quoi en fait, tu ça? sais pas jouer, tu vois. C'est ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Trop. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, bah, tu as tout le monde avec son téléphone là, en disant putain, le batteur, il est bon. Sauf que le mec de Lorna Shore dont je parlais tout à l'heure, bah, en fait, ce que tu entends sur le CD, il te le fait en live. Donc, tant que Donc, tu fais ce que tu enregistres en studio en live, ça passe. C'est-à-dire qu'en fait, ça mais fait la alors, différence entre les batteurs qui utilisent des triggers pour enregistrer, pour recaler tous les coups, et les batteurs, effectivement, comme celui de Lorna Shore, qui utilisent des triggers, mais pour du pareil que faisait en fait Vinnie Paul, c'est-à-dire qu'au niveau du son, c'est histoire d'avoir un son précis, propre, Ouais. et de pouvoir. Parce que bien évidemment, aux vitesses où il est, tu peux pas taper comme Eloy Casagrande. Mais, alors, Temps mort, JP. pour ceux qui potentiellement ne sont pas super pointus dans la chose, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un trigger? Ouais. Vas-y, HK. En fait, le mot trig, c'est un déclencheur. Si je devais vraiment traduire le truc, machin. En fait, à la base, un trig, c'est juste un bout de son tout petit qui fait juste un tic, en fait, tu vois, qui est envoyé dans un appareil qui, lui, va interpréter ce tic comme un son. Donc, tu peux lui dire, c'est une caisse claire, c'est un tom, c'est Une ce que tu cloche, veux, une enfin ce que tu veux. percussion, une cloche, machin. OK. Et en fait, pour avoir ce trig, ce déclencheur, tu mets des espèces de petits capteurs sur tes fûts qui, en fonction de la frappe que tu mets sur ta peau de frappe, donc peau de Kessler, peau de kick ou peau de tom, bah, en fait, ce capteur va se mettre à vibrer. Tac, ah, j'ai un son. J'envoie mon petit trig, le petit clic, à mon petit module qui va l'interpréter comme un son et qui va jouer le son. Et ça peut suivre la vélocité, c'est-à-dire la force. Si c'est faible, bah, ça sera un son faible. Si c'est fort, ça sera un son fort, etc. Et Donc un c'est pour ça trig, qu'il y c'est en a, ça. il y en a beaucoup qui. Il y a ce fameux débat des personnes qui disent triguer, c'est tricher parce qu'ils pensent qu'on tapote pour avoir un énorme volume. Mais au contraire, ça demande. Alors, oui, il y en a, mais pas que. Tu vois, voilà, on va reprendre le créneau de Momentum Mary. Mais en fait, non, c'est vraiment. À des vitesses comme 240, 250, tu peux pas avoir le même volume à la pédale que. Voilà, Non, non, non. Triguer, c'est tricher. Non. Oui, s'ils veulent, mais en vrai, pour avoir enregistré plein de batteurs qui allaient très très vite, dont Kevin Paradis, lors Mm. d'une formation avec Benighted que j'avais animée, euh, Kevin Paradis, c'est un extraterrestre de la batterie, hein, Ah attention, ouais, qu'on ouais. s'entende bien. Mais sauf que au bout d'un moment, quand tu vas tellement vite, tes pieds n'ont pas le temps de s'armer pour taper fort sur ta grosse caisse, tu vois. Donc tu es obligé d'utiliser des appareils qui vont Ah capter oui, vraiment des coups qui sont moins importants. Sauf que ces coups-là, en fait, si tu les joues comme une patate, qu'ils soient trigués ou pas, sonnera comme une patate. c'est même Donc, pire si c'est trigué, parce qu'au en plus, final, c'est si tu joues comme extrêmement une précis. patate. Donc, non, Mais non. alors, du coup, parmi toutes ces batteries qui sont de plus en plus monumentales, enfin, maintenant apparemment ça revient un petit peu plus à la normale, qui peuvent être triguées, enfin voilà. Comment elle se place la basse là-dedans? Comment on Ah, arrive à la c'est une placer excellente justement? question. Ça doit faire partie Moi, des. j'adore la basse. Ah bah moi J'adore la aussi. basse. J'adore entendre la basse dans un mix. J'adore que la basse, elle soit forte dans un mix. Et pendant un moment, on disait, ouais, la basse dans le métal, ça sert à rien. C'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Le gros son du métal vient de la basse, en fait. Vraiment, hein. C'est que si tu as un bassiste qui sait jouer avec une super basse, parce que le son de l'instrument est hyper important sur la Ah basse, oui. vraiment, en fait, tu vas avoir facilement la possibilité de placer ta basse dans ton mix. En fait, même concrètement, un super bassiste, avec une très bonne basse, tu as juste à lever le fader et en général, ça marche. Tu n'as pas besoin de faire tout un tas de trucs. Après, oui, si, il faut quand même un peu mixer le truc, mais voilà. Donc la basse, en fait, elle va faire le lien entre, pour répondre à ta question, entre la grosse caisse, qui va générer des fréquences basses, qui vont parfois bagarrer un petit peu les fréquences basses de la basse, parce que ça arrive aussi. Ben oui, justement, c'est ça. Il me semblait que les fréquences de la basse étaient bouffées par la batterie, non? Ouais, mais il y a des trucs pour faire en sorte qu'ils ne soient pas bouffés, déjà. Et ensuite, elle va venir compléter le bas des guitares. Parce que pour mes amis guitaristes qui me regardent, arrêtez de penser que vos guitares, ce sont des basses. C'est pas le cas. Une guitare, c'est un instrument médium. Ah, une Arrête- basse, merde. Arrêtez avec mes chougas. Euh... non, non, mais voilà, bref.
En fait, concrètement, c'est un jeu de Lego. C'est un Tetris, en fait. Un mix, c'est ça. C'est que tu as plein d'éléments qui vont venir se marcher les uns sur les autres, en fait. Tu vois, la guitare, elle va venir bouffer la voix. Les cymbales, elles vont venir bouffer le haut de la voix. La grosse caisse, elle va venir bouffer la basse. Mais je Les bas dirais des la guitares batterie, vont venir alors, grignoter. elle Donc, bouffe tout. comment? Excuse-moi, ça a coupé, Je j'ai pas dirais la entendu. batterie, elle bouffe tout. Non, non, on va pas virer. En fait, on vire rien dans un mix et on fait en sorte de faire de la place pour tout le monde. En fait, mixer, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Parce que ton cerveau, cette espèce de petite enfoiré là, il va compenser systématiquement ce que tu entends. C'est-à-dire que si tu vas mixer de façon trop aiguë, en fait, ton cerveau, au bout d'un moment, il va s'habituer. Tes oreilles vont s'habituer à ce que ça soit trop aigu. Au bout d'un moment. Et pareil pour le grave. Ton cerveau, il va s'habituer à entendre que du grave. Donc pour toi, au bout de 3 heures de mix que tu as la gueule dedans, tu vas dire ouais, c'est cool. C'est cool, putain, ça sonne, il y a du balade, c'est chambé. Ouais, tu pars faire une course, tu reviens, t'appuies sur play, tu fais putain, c'est quoi ce mix de merde? Il y a que du bas. Ou alors il y a que du haut, tu vois. Qui Donc c'est tu es qui a sans touché au arrêt en train de mix? compenser. Mixer, c'est vraiment compliqué. Voilà. Après, à force, avec le temps, tu as des trucs et astuces pour faire en sorte de ne pas te faire avoir par ton cerveau. Mais voilà, donc l'idée, c'est t'as ta bande de fréquences qui n'est pas extensible. Voilà, c'est comme un plafond, c'est comme une pièce en fait. Tu dois rentrer tout un tas de cartons dans une toute petite pièce. Donc tu dois être sacrément malin pour faire ton Tetris et faire en sorte que le petit carton là, tu es bien prévu, qu'il y ait bien la petite place en tout dernier là, pour bien le mettre là où il doit aller. Il n'y a pas des fois où tu te tires les cheveux? Si, bien sûr, regarde. Non, en fait oui, ça m'arrive encore Non, mais il n'y a pas maintenant. des fois où tu t'es dit, c'est impossible, j'y arriverai pas? Ah si. Ah, si. Ah, bah, si, évidemment. Mais même encore il n'y a pas longtemps, tu vois, j'ai terminé de mixer les prochains titres de Drop Dead Chaos, qui est une musique très compliquée parce qu'il y a 2 chanteurs, il y a des samples, il y a 3 guitaristes, il y a un bassiste, il y a un batteur, il y en a partout. Et en plus, chacun fait plusieurs pistes. Voilà. Donc je me retrouve avec des chorales, enfin c'est n'importe quoi. Donc c'est très très compliqué à mixer. L'autre truc aussi où je me suis bien arraché la gueule, c'est les tambours du bon. Ça a mixé, c'est bien une Ah plaie oui. aussi. Mais au bout d'un moment, en fait, quand tu arrives à te dire putain, mais je vais pas y arriver, en fait. Bah, en fait, il y a un truc, avant je faisais pas ça, mais maintenant je le fais, c'est tu te dis, eh bah c'est pas grave, demain ça ira mieux. Tu jettes ta session à la poubelle, et puis le lendemain, tu reviens, peinard, tu as fait une bonne nuit et tout, et tu reprends ton mix de zéro. Comme on dit dans le jargon, tu casses la console. C'est-à-dire qu'en fait, tes faders, tu les mets tous à zéro et tu démarres de zéro parce que tu as certainement dû mal faire un truc à un moment et que c'est comme de la maçonnerie. Si tu poses un seul parpaing de travers, Tout bah, le ton reste mur, après. c'est de la merde en fait. Donc c'est vraiment du point par point où tu dois être vigilant à tout, à chaque étape. Donc c'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que 3 minutes de musique, un morceau de 3 minutes 30, tu vois, c'est 3-4 jours de travail plein. Entre le Quand temps tu d'enregistrement, voilà, tout ça. as commencé donc du coup l'activité, vraiment de te dire je me mets dans la production, est-ce que c'était déjà un domaine sur lequel tu t'intéressais toi en tant qu'auditeur de musique, ou c'est au fur et à mesure que tu t'es dit tiens ce mec-là j'aime bien son travail, c'est un peu j'ai un peu envie de m'inspirer de lui parce que ça me branche. Alors, pas du tout. En fait, quand j'étais musicien, c'était le dernier de mes soucis, le son. Tu vois, on en revenait Ouais, tout à ouais, l'heure. ouais. Vraiment, hein. Je faisais confiance. Je disais, bah oui, lui, il a l'air de savoir, vas-y, feu, machin, bon. Et, c'est une fois où il y a eu un album qui s'est pas du tout bien passé et qui très compliqué, très 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 compliqué, qui a coûté vraiment beaucoup trop d'argent d'ailleurs pour ce que ça a été. Où là j'ai commencé à m'intéresser à mais qui sait faire ça en fait? Quel Ouais. mec sait faire ça? À l'époque j'écoutais beaucoup Behemoth. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes CD de Behemoth dans les crédits, mixé au RCE Studio. Ah ok, je prenais un autre album, RCE Studio. Ah, un autre album. Oh, RCE Studio. Oh, Nordstrom, machin, truc, Frédéric Nordstrom, là, Frédéric Dostam, hein. Ouais, voilà. Voilà, en fait, c'est quand finalement, tu te retrouves face à l'évidence où tu te dis, bah, je sais pas faire, lui, il sait pas faire, qui sait faire? Je regarde mes CD, tac, les crédits, bidule, blabla, tu vois. C'est pour Et ça que parfois sinon, voilà. oui, c'est pour ça qu'effectivement tu n'hésites pas parfois, enfin nous quand ça avait été le cas avec Evo, de nous dire voilà les gars vous me faites plus ou moins une idée du son que vous aimez bien, des albums que vous aimez bien, et que tu avais réussi un petit peu après à prendre un peu l'essence des trucs en disant voilà ça te permet d'aiguillonner.
Parce que c'est justement en découvrant que tu aimais bien les productions de Hertz, du Hertz Studio que ça t'a ouvert cette vocation sur ce truc-là. Alors, c'est pas. En fait, le Hertz Studio, c'était là parce Voilà, que. oui, non, mais voilà. Mais... Après, si je devais vraiment citer un mec dont le boulot m'a inconsciemment extrêmement influencé, c'est Andy Wallace. Ok. Andy Wallace qui a mixé Slayer, Slipknot, qu'est-ce qu'il a fait Jeff Buckley, il a fait Avenged Sevenfold, il a fait le dernier Gojira d'ailleurs. Et inconsciemment, les Sepultura aussi, je crois que c'est Chaos ID qui l'a fait. Où tu vois, j'écoutais ces albums, tu vois, dont j'aimais le son. Ouais. Mais je savais pas qui c'était et je m'intéressais pas au son. Et c'est après, plus tard, quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la production, où je me suis rendu compte que c'était ce mec-là qui avait fait quasiment tous les trucs que j'écoutais à l'époque et qui était pour moi, wow, la vache, c'était un truc de ouf, quoi, tu vois. Pour façonner ton oreille de musicien inconsciemment, quoi. Ouais, complètement. Mais du coup, quand tu t'es lancé, donc tu dis que tu n'étais pas du tout, enfin, tu es infographiste de métier, que tu étais musicien et pas du tout ingénieur du son. Donc tu te lances là-dedans. Tu Oui. as quand même fait malgré tout derrière quelques études ou non? C'est vraiment par toi-même. Ah, de la démerde plus. C'est-à-dire que je Et beaucoup de passais. travail, je suppose. Ouais, je passais. Franchement, je devais faire. Ça rendait ouf ma femme d'ailleurs, mais ça, c'est un autre problème. Et elle avait raison. Elle avait complètement raison. Je passais, franchement, entre 12 et 14 heures par jour, tous les jours, enfermé dans une pièce, à m'arracher la tronche, à savoir comment ils faisaient, à aller fouiner sur Internet, à lire tous les forums, à regarder tous les tutoriels que je pouvais trouver, même des trucs nuls, pour essayer de comprendre c'est quoi un compresseur, comment ça se règle, un EQ, c'est quoi, le mastering, c'est quoi, enregistrer une batterie, comment, pourquoi, machin, les micros, tout ça. Donc vraiment d'acquérir finalement cette somme de connaissances qui m'est toujours essentielle. Parce que même si ça fait plusieurs années que je fais ça, il n'empêche que je continue à apprendre des trucs, parce que c'est ça qui est trop cool avec le monde de l'audio, c'est que tu en découvres tous les jours. Et c'est vrai, parce que même aujourd'hui, j'ai découvert un truc. Donc voilà. Et puis, mine de Qu'as-tu rien, ça. découvert? Ah oui, vas-y. Oui. Hein? Et Qu'as-tu qu'as-tu découvert? découvert? Oh non, c'est un truc à la con, mais c'est envoyer la grosse caisse dans un certain truc pour éviter qu'elle soit bouffée par le reste. Et du coup, tu as une grosse caisse qui marche toute seule, enfin qui marche toute seule, qui s'entend toute seule et qui marche beaucoup mieux dans le mix et tout. Donc ouais, c'est des conneries. Mais en plus, c'était une erreur. C'est en voulant envoyer le son de ma grosse caisse dans la totalité de la batterie. En fait, bref. T'as des réceptacles, des bus, on appelle ça des bus, mais c'est des endroits où tu envoies tes sons. En fait, je me suis planté, je l'ai envoyé ailleurs et j'ai fait oh putain, elle est bien la grossesse. J'ai fait quoi? Ah ouais, j'ai fait ça. Ah super, génial. Bah dit, bah maintenant on va faire comme ça. Tu vois, donc voilà. Tu Des nous as trucs à la fait con comme ça. tata, finalement. Et, oui, mais en fait, dans l'audio, il y a beaucoup de tarte tatin. Non, mais c'est vrai en plus, il y a plein de trucs où en fait c'est découvert un peu sur le tas parce que c'est de l'expérimentation, parce que tu testes, parce que tu te retrouves avec un groupe qui te demande un truc, tu vois, et tu te dis putain, comment je vais faire ça? Ok, bah je vais trouver, il me le demande, je vais essayer de le trouver, tu vois. Il y a une Ce part genre de de conneries. chance et de curiosité, en fait. C'est vraiment, il y a à chaque fois un facteur un peu aussi curiosité personnelle et aussi parfois accident heureux, quoi. Mais parfois, ça peut... Ouais, en fait, c'est beaucoup de curiosité. Moi, je sais que je suis sans arrêt en train de réfléchir à des trucs, à me dire, ah, putain, comment je pourrais faire ça et tout le temps. Je suis tout le temps, tu vois, je me suis abonné à plein de chaînes YouTube. J'ai tout le temps des notifications dans tous les sens. Et je suis, ah, tiens, il y a un nouveau truc, je vais aller le regarder, tu vois. C'est vraiment, c'est ce qu'on appelle le métier passion, tu vois. Ça te passionne tellement que ça t'absorbe et t'es absorbé par ce truc-là. Mais oui, c'est hyper passionnant. C'est vraiment travailler avec de la musique, avec des musiciens en plus, tu vois. C'est passionnant de ouf. Vraiment, je pourrais en parler, mais pendant des heures, mais j'ai pas envie parce que je pense que les gens, ils ont déjà switché. Ils disent, putain, il est chiant à parler. Voilà. Mais non, absolument pas. non. En lisant sur le site justement du Vamakara Studio, et puis en entendant aussi ici plusieurs fois c'est ressorti, tu dis que, enfin voilà, tu prends le temps, je ne sais pas si je dis tu ou si je dis vous, parce que vous êtes plusieurs, on y reviendra après, mais tu prends le temps justement de comprendre. Est-ce que de comprendre ce que veut le son, certainement, la direction artistique peut-être aussi. Comment on fait pour accompagner justement un groupe sans se planter, en ayant à la fois ce recul
tout en respectant la volonté du groupe. Est-ce que tu fais une espèce d'entretien avant? Est-ce que vous prenez du temps pour vous rencontrer? C'est par mail? Comment ça se passe? Déjà, il y a le temps de studio classique où tu as le groupe qui vient ici, qui passe plusieurs jours, voire semaines, où on enregistre tout et machin. Donc là, on est vraiment ensemble et on peut discuter de tout à chaque étape. Donc finalement, ça nous permet de nous connaître, de savoir les attentes des uns et des autres, etc., etc. Et donc de pouvoir arriver sur le moment du mix où déjà j'ai une idée claire de ce que veut le groupe. Et en plus, j'ai enregistré les trucs, donc j'ai déjà orienté finalement le son de prise pour arriver au mix. Donc je vais pas dire que c'est plus simple de mixer un groupe avec lequel j'ai travaillé sur absolument tout, parce que c'est pas vrai. Encore une fois, un mix, c'est difficile, vraiment. Ça facilite le truc, en fait. Enfin, mais ça facilite la compréhension. Voilà. Au moins, tu as une radiographie du truc, tu vois, tu as un peu ton chemin de route, tu as ta carte, si tu préfères, tu as ton map. Où tu vas dire, ok, d'accord, donc la basse, en fait, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle complète les guitares, machin, bref. T'as un peu, c'est un gros brouillon, tu vois, c'est un crowbar que tu fais comme les peintres, tu vois, tu fais tac, 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 je fais mon contour, et ensuite, petit à petit, tu vas apporter les traits, les couleurs, les machins, les trucs, les vidéos. Donc ça, c'est la première étape. L'autre truc, c'est, t'as le groupe qui a tout enregistré dans son coin, et qui te contacte pour te dire, bah, on a des pistes à mixer, est-ce que tu peux le faire? Oui. Si la musique me plaît, oui. Évidemment, si c'est un groupe qui me contacte dont la musique me plaît pas ou qu'il a des paroles qui se... Non, en fait, je vais dire non, tu vois, c'est... Voilà, parce que j'ai mes convictions aussi. Et il faut que la musique me plaise avant tout. Ça, c'est hyper important, que ce soit du métal, du rap, du machin, je m'en fous. Si la musique me plaît, j'y vais. Si la musique me plaît pas, j'y vais pas. Pour la simple et unique raison, c'est que je vais tellement y passer des heures que si la musique m'emmerde, ça va être compliqué, tu vois, de me motiver à le faire. Et puis l'artiste va en pâtir et tout, donc non, on fait pas ça. Enfin, en tout cas, moi, je fais pas ça. Donc il y a deux solutions. Soit donc, dans cette cas de configuration où le groupe m'envoie les pistes enregistrées, pas ici, ailleurs, avec leurs propres moyens, dans d'autres studios, peu importe. Soit les pistes sont super cool, ça a été super bien enregistré, et c'est génial, et c'est top, et tout va bien. Et dans ce cas-là, je leur demande ce qu'on appelle une production de référence, c'est-à-dire un exemple d'un artiste ou d'un groupe qu'ils aiment bien, dans lequel ils se retrouvent, pour moi avoir, encore une fois, cette idée de chemin de fer pour savoir dans quelle direction aller. L'idée, c'est pas du tout de faire un copier-coller de la production qu'ils vont m'envoyer, de la production d'exemples qu'ils vont m'envoyer, mais c'est juste de savoir, ok, le son de guitare, ils aiment bien ça, le son de basse, ils aiment bien ça, le son de batterie, ils aiment bien ça, le chant, tatata. Ensuite, je leur pose bien évidemment des questions pour savoir s'ils sont bien sûrs de leur choix, parce que parfois, chaque musicien a ses influences, donc c'est très compliqué pour un groupe de se mettre d'accord sur un truc. Donc je leur pose des questions pour être sûr, ok, ta batterie, tu la veux comment, ok, d'accord, machin. Donc je prends du temps quand même pour voir avec les groupes. Et l'autre, c'est l'hybride, en fait, c'est que tu as beaucoup de groupes maintenant qui font ça, qui viennent ici uniquement pour faire batterie-chant, parce que c'est deux choses qui sont difficiles à enregistrer, et puis la direction artistique sur le chant, c'est important, etc. Et qui enregistrent leur guitare chez eux. Voilà, avec un laptop, une carte son, une DI, et puis Relais Jeunesse. Voilà. Et dans ce cas-là, dans ce troisième... Tu participes du coup après au mix quand même dans ce Oui, cas-là? oui. Bah, enfin, c'est pas en général, c'est tout ce que j'enregistre, je le mixe, et tout ce que je mixe, je le masterise. Okay. C'est soit je fais tout, soit je fais rien. Sauf cas extrêmement exceptionnel comme avec Joey Jordison où on m'a dit tu vas faire la batterie. Oui, bien sûr que ça, il n'y a pas de problème. Je dis oui, il n'y a pas de souci, tu vois. Parce que c'était une chance de ouf, parce que bon, bref. Mais en général, je préfère tout faire ou ne rien faire. Pas par ego, attention, mais c'est juste pour avoir encore une fois la maîtrise de la chaîne audio et de m'assurer que le groupe aura ce qu'il voudra à l'arrivée. Ouais, c'est logique. C'est comme un tatoueur, si tu... Encore une fois, cette histoire de tatoueur. C'est comme si tu me fais juste les contours, par contre les ombrages et puis le remplissage et les couleurs, je vais faire ça ailleurs. Le mec, il va te dire « Ah !» C'est ça. Non, c'est pas logique. C'est une œuvre d'art. Pour moi, un mix, c'est ça. C'est une œuvre d'art. C'est un truc qui se cisèle, qui se pense, qui se réfléchit, et que chaque étape est importante. Et que faut qu'il y ait un fil d'Ariane ou une ligne rouge, je sais pas comment on dit, derrière tout ça. Quand tu as commencé du coup à faire ce truc-là... Bah il ne veut pas te laisser parler. Hein. Non, c'est fou, hein. Pourtant, chaque fois, je lève le doigt à chaque fois. Ah, vas-y. Mais non, mais tu vois pas, j'ai l'antipop qui est juste devant toi en fait. Oh bah merci. J'ai fait les trucs bien. Hein, non, moi, je voulais juste faire un petit peu de vulgarisation éventuellement pour
voilà, parce qu'on n'a peut-être pas que des personnes qui sont pointues sur le sujet. Est-ce que tu peux, mais alors rapidement, nous dire la différence entre production, mixage et mastering? Alors, le mixage, tu prends des pistes de batterie, de basse, de guitare, de chant, de clavier, d'orchestre, de ce que tu veux, tu vois, et tu fais en sorte que toutes ces pistes-là deviennent une chanson. Qui s'écoute, qui s'écoute. Voilà. Le mastering, c'est prendre le mix, le mettre plus fort et faire en sorte qu'il sonne équilibré, que ça soit dans une bagnole, c'est mix beaucoup aussi, mais le mastering va aussi aider à faire en sorte que ton mix soit agréable à écouter, qu'il soit aussi fort que la concurrence. Maintenant, aujourd'hui, avec le streaming, il y a des petites choses à faire sur le mastering pour que le streaming, ça fonctionne. Pour le vinyle, c'est pareil, etc., etc. Mais tout vient du mix. C'est-à-dire que si ton mix, il sonne super bien, ton master, il n'y aura pas grand-chose à faire dessus. Le mastering, c'est absolument... Si tu le sors en vinyle, tu dois changer un petit peu le mastering ou pas? Oui. Donc à chaque fois, c'est des masterings différents? C'est des masterings. Alors pour le streaming, non, parce que c'est juste, tu sors le truc moins fort et puis voilà. Pour le vinyle, ouais, c'est différent parce que l'objet en lui-même ne tolère pas des niveaux en dB, voilà, dBFS, pour être tout à fait précis, trop fort. Que si c'est trop fort, s'il y a trop de graves, s'il y a trop d'aigus, si c'est trop saturé, si c'est machin, en fait, c'est une aiguille qui appuie. Donc, au bout d'un moment, l'aiguille, il faut bien qu'elle aille chercher l'information, et l'information, c'est de creuser le sillon. Donc, si c'est trop fort, au bout d'un moment, elle va chauffer, ou ça va percer, ou ça va être pas bien. Donc, il y a des petites choses à faire. Faut pas que, voilà, il y a plein de petits trucs à connaître sur le vinyle, parce que c'est un support qui est particulier. Le CD, c'est 01, 01, 01, 01. C'est du numérique, donc tu peux en lui mettre plein la gueule, il dira rien. Il s'en fout, que ça soit saturé, dégueulasse, il s'en fout, il prendra. Pas de problème. Le streaming, c'est pareil. Mais alors, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on en revient justement au vinyle? Enfin, moi j'ai connu les 75 tours, enfin voilà, j'ai connu les 45 tours, Moi le aussi, disque, t'inquiète, je le les ai truc connus. pourri, enfin, même les cassettes, enfin, tu vois, j'ai du mal à comprendre qu'on revienne sur ces supports-là. Est-ce qu'il y a vraiment une plus-value à retourner sur ces supports-là? Alors que moi, j'étais tellement contente de me dire, mais putain, enfin, le CD, enfin, un truc avec justement un bon son qui rend bien et puis qui ne s'altère pas. Ouais. Alors, pour le son en lui-même, CD cassette, bon, il n'y a pas de réel. Alors, je sais que les puristes vont me tomber dessus, ils vont me dire, ils racontent que de la merde, mais je m'en fous, j'ai un avis, je le donne. En fait, honnêtement, très objectivement, avoir un son vinyle ou un son CD, ça va pas te changer la façon de mixer, ça va pas te changer la façon d'enregistrer. C'est juste une question de contraintes techniques que le vinyle t'apporte. Bon. Après, le retour en mode du vinyle, je pense que c'est la culture de l'objet qui est revenue. Et il y a un côté un peu old school agréable, tu vois, de prendre ta platine, de dépoussiérer ton vinyle, tu vois, et puis le matin, tu le sors, tu fais attention, paf, tu le mets, le petit sillon, le petit diamant là, paf, qui va passer le truc. Donc ouais, voilà, c'est juste un objet qui est cool parce que le CD, ça intéresse plus personne en fait, et voilà, c'est juste ça en fait. Honnêtement, je pense que c'est juste ça. D'accord, mais si les gars ils veulent dépoussiérer quelque chose, enfin, il y a chez moi, ils peuvent venir dépoussiérer un petit peu partout, les bibelots, etc. C'est pas pareil. Un vinyle, je peux chanter derrière, hein, s'ils veulent, mais bon. Du coup, quand tu as commencé ton activité, donc il y a quelques années, est-ce que tu te doutais à un moment ou est-ce que tu envisageais le fait que, au bout de quelques années, on pourrait t'appeler comme effectivement, tu vois, Christophe Bourri l'a fait en te disant, voilà, on a envie que tu sois parrain de notre édition, ou comme là, tu vois, de dire, on a envie de t'inviter pour discuter de tout ça, ou pour toi, c'est quelque chose qui, justement, au départ, c'était vraiment pas du tout. Enfin, est-ce que ça t'étonne encore? Est-ce que c'est quelque chose, au contraire, que tu trouves cool parce que, justement, vous êtes aussi important, du coup, que les acteurs musicaux, enfin, tout ça, quoi. Oui, ça m'étonne. De toute façon, tu l'as bien vu quand tu m'as envoyé le message, j'ai fait ouais, ok, super, cool.
Oui, cool, tu vois, mais j'ai encore du mal, tu vois, à me dire, mais ça vraiment, ça intéresse des gens de comprendre comment on fait des albums. Vraiment, parce que c'est chiant, en fait. Honnêtement, c'est chiant. C'est de la geekerie intersidérale où on va se pignoler, pardon de parler comme ça, mais on va se pignoler sur attends, on va mettre 1 dB là sur le truc, tu vois, ça a changé. Oui, ça change le son. Mais en fait, il n'y a que nous que ça intéresse, hein, que ça intéresse, pardon. Je parle comme un gitan, ça, comme non, mais j'ai des potes gitans, je vous embrasse. Oui, ça m'étonne. Honnêtement, ça m'étonne. Et Christophe, quand il m'avait appelé, je me rappelle, il m'appelle, il me dit ça, je fais, hein? Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi un ingénieur du son? Tu vois? Et alors, il m'a donné des arguments qui se tenaient. Je dis oui, bon, ok, d'accord. Mais j'ai encore du mal à me dire, ouais, effectivement, il y a des gens qui s'intéressent à ça. Tu vois? Je vais te donner un autre exemple où pour le coup, je savais plus du tout où me foutre. C'est au concert des Locos Muertes là qu'ils ont fait à la Boule Noire, qu'ils ont fait sold out et c'était super. Moi, j'étais dans mon coin comme d'habitude. C'est l'homme de l'ombre. Je suis vraiment ça. C'est mon côté ancien black metaleux, tu vois. Je suis dans mon coin, j'écoute, je dis rien à la personne, et là, j'ai une personne qui vient me voir, elle fait: «Excuse-moi, tu serais pas HK du Vamakara Studio?» Et moi, je suis: Si». Et le mec, il me dit: «Putain, j'adore ton taf, mec! Tu peux me signer un autographe?» Et là, j'ai fait: «Oh la vache!» Alors, sur le coup, j'ai fait: «Oui, bien sûr», parce que oui, tu vois, je suis quelqu'un de poli et Ouais. de respectueux. Mais après, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit: «Putain, d'accord, OK, OK, d'accord, ça m'étonne, mais OK, c'est assez étonnant, tu vois, quand j'étais musicien qu'il y ait ce genre de truc, bah oui, OK, tu musicien, tu te produis, tu un personnage public. Les ingénieurs du son, je pensais pas que ça pouvait arriver. Donc j'en suis très heureux, vraiment, je vais pas encore une fois, je vais pas me faire de la fausse modestie parce que non, c'est pas le genre de la maison en plus, mais c'est très, très cool, mais c'est toujours très, très étonnant. Bah, non, en fait, ça fait partie vraiment, comme je te disais, nous, quand on écoute un album, enfin, vraiment, la production, le mixage, le mastering, tout ça, ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles on débat, que l'on écoute, et, et c'est bien, justement, qu'on puisse essayer de comprendre et de voir que c'est pas, enfin, voilà, c'est même pour ceux à la limite qui démarrent, voilà, des jeunes qui vont démarrer, ils vont prendre la gratte, ils vont commencer, ils vont essayer, et ça va peut-être pas sonner comme ils aimeraient parce que il faut aussi qu'ils comprennent que voilà, dans ce qu'ils entendent, dans ce qu'ils écoutent, et il y a un gros taf qui est celui justement du studio. Et Oui. toi encore, puisque là, tu as parlé du mastering, tu as parlé du mixage, mais tu n'as pas parlé forcément de tout ce qui était production Pardon, et, effectivement. Ouh là là, je suis et, désolé. de, et, de J'ai oublié! direction artistique, justement, et voilà, et de pouvoir aussi avoir ce recul. Tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est d'avoir aussi ce recul, pouvoir dire à certains moments, bah non, là, toi, tu devrais Mmh. peut-être plutôt chanter de cette manière-là, ou peut-être raccourcir un petit peu Mmh. le refrain, ou que sais-je, mais enfin, c'est terriblement important. Et puis c'est bien justement de, de voir ça et puis d'en avoir conscience. Voilà. Oui, ouais, alors je suis désolé, effectivement, je suis passé du coq à l'arbre sur un autre truc, tu vois. La production, alors, la production, être producteur, en France, ça veut dire que tu mets des billes sur la table pour payer ce qu'il y a à payer, tu vois. Dans le monde anglo-saxon, c'est pas du tout ça. Un producer, voilà, avec un bon accent français là, c'est l'équivalent du réalisateur son en France. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va venir prendre l'artiste et le modeler pour faire en sorte que sa musique sonne le mieux possible. Alors ça passe par un réarrangement de ses chansons, une réécriture des paroles, des riffs changés, des breaks de batterie changés. Enfin, vraiment, ça peut aller extrêmement loin, jusqu'à composer des titres pour l'artiste. Hein. C'est tout à fait dans le rôle d'un producer. Voilà, allez, parlons anglais, allons-y. Euh, c'est très compliqué à faire parce que faut savoir mettre ses goûts personnels de côté. C'est vraiment c'est une torture en fait. Faut s'oublier et ne mettre que son expérience et son expertise sur la table. Que ça. Jamais, et c'est vraiment c'est un exercice très compliqué, jamais je ne dis à un groupe: «Je n'aime pas ça».
Je n'aime pas ça. Jamais je ne dis ça. Je dis, ok, c'est cool, mais ça marche pas en fait ton idée. Parce que ça, parce que ça, parce que ça. Et c'est comme ça. Ah ouais, effectivement, tac, tac. Parce que si j'arrivais en disant, non, mais j'aime pas ton idée, c'est de la merde. Enfin, si, c'est de la merde, je le dis. Mais j'aime pas ton idée. Bah, en fait, automatiquement, la personne en face, et ce qui est logique, c'est de la psychologie, c'est beaucoup de psychologie, notre métier, va se dire, en fait, il aime pas. Mais c'est pas parce qu'il aime pas que c'est pas bien, en fait. Tu vois ce que je c'est veux dire? personnel. Bien sûr. C'est tout à fait personnel. Et en fait, le rôle d'un producteur, et donc ça répond à tes questions, en tout cas, je l'espère, c'est vraiment d'accompagner l'artiste dans son univers artistique, mais savoir aussi le sortir un petit peu de sa zone de confort pour aller piocher des trucs ailleurs et faire en sorte que son idée de base soit bonifiée de ouf pour en faire un très bon morceau. L'idée de base est cool, on va en faire un excellent morceau. Alors c'est très un peu présomptueux ce que je suis en train de dire, mais c'est le but d'un producteur, enfin le rôle d'un producteur, c'est ça. Et parfois, je vais parler de Drop Dead Chaos, mais parce que je suis extrêmement investi dans c'est mon groupe. Enfin, je monte pas sur scène avec eux, mais Oui, mais c'est mon groupe quoi. tu es très affilié effectivement à Drop Dead Chaos. Enfin voilà, Oui, HK oui. Drop Dead, c'est. Oui, parce que je suis là depuis le début, parce que le nom c'est moi qui l'ai trouvé, parce que j'ai recruté beaucoup de musiciens de Drop Dead, parce que j'ai écrit des morceaux, parce que le logo c'est moi. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses. Donc c'est mon groupe, même si c'est pas mon groupe, parce que c'est pas moi qui suis sur scène et ça me va très très bien comme truc, tu vois. Drop Dead, tu vois, par exemple, c'est très souvent que j'arrive et qu'il me donne une idée de morceau et que je le désosse dans tous les sens. Tu vois, que je prends les morceaux, je les mets dans l'autre sens et que je les mets trucs, etc. Et je leur renvoie en disant voilà, ça c'est cool. Et ils écoutent, putain, mais t'as tout changé. Je fais ouais, mais écoutez. Ah ouais, c'est pas mal. Mais du coup, ça me donne une idée. Attends, on va repartir. Et en fait, c'est mon rôle, tu vois. C'est de leur donner une nouvelle lecture. C'est ça, être producteur, c'est la prise de recul qu'un musicien ne peut pas avoir. Parce que quand tu composes un album, t'as tellement la gueule dedans T'as pas que parfois, il te faut l'objectivité. quelqu'un qui dise wow, 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 attends, là, écoute, t'es sûr de toi là? Ah non, peut-être pas. Ouais, peut-être pas. Ouais, on va refaire ça tranquille, ouais, ça va bien se passer. Donc c'est ça. Un producteur, c'est de la prise de recul, de l'expérience et de l'expertise. Ça m'amène à deux questions que j'ai envie de te poser. Alors, c'est un peu des questions cons, les fameuses questions cons de Jean-Jean. Pas de question. L'album que tu aurais adoré avoir mixé. Ah L'album la qui est vache, il y en a sorti. deux. Oh, t'es salaud, là, il y en a deux. Attends, Je peux t'as dire pas les la deux, je deuxième peux dire les deux. question. S'il te plaît, s'il te Oui, plaît, tu s'il peux te dire plaît. les deux. Ah, Allez. super. Le Black Album de Metallica et Iowa de Slipknot. Ok. Donc, effectivement, deux productions assez différentes quand même. Oui. Et qui, enfin voilà, Iowa, elle est super sèche dans la gueule. Black Album, 30 ans après, pour moi, c'est la production parfaite. Oui. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et la deuxième question, l'album qui est sorti, mais que tu aurais détesté avoir à mixer, parce que trop complexe, parce que l'album au final est pas si top que ça. Enfin voilà, l'album où tu te serais dit, putain, le cadeau empoisonné quoi. Waouh. Alors, je ne les connais pas personnellement, je tiens à le préciser, donc j'invoque tout de suite le cinquième amendement. Euh, je Tant que tu ne pense fais pas que 49.3. ah, non. C'est moi, je suis un ingénieur du son, la politique, j'y comprends rien. Si tu me parles moi de compresseur, là, je te dirais, ouais, vas-y, pas de problème. Mais, ouais, la politique, je connais pas. Je pense que je dirais Death Magnetic de Metallica. Ok. Ah, pourtant, par rapport à cet Anger, elle est plus. En fait, cet album a été extrêmement décrié parce que mastering trop fort, parce que mastering saturé, parce que le groupe voulait absolument que ça soit fort, parce qu'on était vraiment au Ouais. moment, le pic de la Loudness War. Alors, la Loudness War, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la guerre du son, c'est la course au volume le plus important sur un CD. Et à l'époque, il n'y avait pas le streaming, donc ça n'avait pas du tout calmé les choses. Enfin, si, il y avait le streaming d'ailleurs, mais voilà, tout était très fort. Et le Andrew Sheps, je crois que c'est lui qui avait mixé ça, s'était fait mais dézingué par les médias, les fans, machin, en disant qu'il avait salopé le boulot, en fait, tu vois, alors que le mec, Andrew Sheps, je vous invite à aller voir son portfolio, vous allez perdre un œil, tellement il a bossé avec du lourd. Voilà, tu vois, ou Injustice, putain, encore Metallica, Injustice for All, tu vois, où systématiquement, le pauvre mixeur, on lui disait, mais vire la basse, il était là, mais mon Dieu, tu vois. Et il y a une interview de lui, d'ailleurs, c'est C'est Thompson. Fleming Rasmussen.
Non, non, And Justice Non. for All, c'est Thompson, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je sais plus quel c'est. Non, ce machin, c'est celui que tu as dit, c'est Master of Puppets, c'est Ride the Lightning qu'il a fait, je crois. Ah, autant pour moi. Enfin bref, où il disait qu'il n'avait pas passé un bon moment parce que voilà, en fait, c'est tous les albums finalement où les décisions du groupe sont tellement prégnantes, tu vois, elles sont tellement obligatoires parce que machin, et qu'il n'y a plus du tout de place à la prise de recul dont je parlais tout à l'heure, où il n'y a plus du Ouais. tout de place à attends, on va peut-être discuter là, parce que peut-être que ton idée elle est pas bonne, et que c'est comme ça, et que c'est pas autrement, c'est le côté dictatorial. Moi, ça a tendance un peu à me. Mais si, même en psy, je suis comme ça, en plus, je suis un dictateur. C'est vrai Qu'est-ce que que je mine suis de en train de dire? rien, N'importe quoi. en parlant de ces albums-là, on se rend compte que Metallica a quand même toujours été un peu un groupe avec des productions qui ont fait polémique, que ce soit du Justice for All où des personnes ont refait l'album avec des basses, où je me souviens effectivement de Death Magnetic, où des personnes avaient un appelant clip magnétique, ou Hmm. avaient refait l'album. Enfin, Saint-Anger, on n'en parle même pas. Bon, dans l'eau, il y a quand même le Black Album. Ça a toujours quand même été un groupe qui a pris quand même ses risques, mais qui du coup, ça revient à ce que tu disais, il ne laissait pas non plus forcément la place, sauf à Bob Rock, mine de rien. Mais au niveau des productions, c'est vrai que c'était assez. Ouais, ouais, alors, non, non, le Black Album, quand il est sorti, ça n'a pas été tout de suite le carton qu'on a connu. Hein. Ah Au ouais? début, ah oui, oui, au départ, le Black Album, quand il est sorti, les die-hard fans de Metallica Ah ont, oui, oui. ont crié au scandale parce que c'était trop mélodique, parce qu'il y avait une balade, parce que le son, c'était pas trash, parce que machin, il y avait ça, tu vois. Oui, oui, ça Après, oui. bon, voilà, ça a cartonné, je sais plus combien de millions de copies vendues, enfin, c'est astronomique, mais. Ils ont. En fait, je pense que Metallica, ça fait partie de ces groupes qui prennent des risques, tu vois. Après, on discute leur choix, peu importe, hein, mais ils prennent des risques, ils testent des trucs, ils font des trucs, ils testent des trucs, tu vois. Et moi, je trouve que leur dernier album est pas mal, tu vois, même en Il est termes de sympa. production et tout, je le trouve pas mal, tu vois. James, je le trouve assez impérial pour son âge sur cet album-là. Ouais, C'est ouais, vraiment son album, je trouve. Ouais. ouais, ouais, mais bon, voilà, après, c'est Metallica, tu vois, tu peux pas critiquer un groupe comme ça. Tu peux Non. avoir un avis dessus, mais tu peux pas dire, bah, c'est de la merde. Non, attends, mec, t'as vu la carrière, s'il te plaît, s'il te plaît. On se calme, tu vois. C'est exactement ce que j'ai dit à Nico juste avant, parce qu'on parlait des personnes. Tu sais, il s'est fait dézinguer aussi dans Fresh Channel. Il avait fait une émission, enfin un épisode sur Lars Ulrich. Il me dit tu devrais voir le torrent de merde que je me suis pris, en fait, des haters, quoi. Mais on était tous les deux d'accord en se disant. Tiens, d'ailleurs, il m'a demandé de te poser une question après. Ah, quel bâtard, qu'est-ce qu'il veut, lui, encore? Et, Ronco! Franco. Et on disait effectivement que, par contre, bah voilà, Metallica, quand Black Album est sorti, ils avaient 30 ans. Moi, c'est ce que je dis souvent à des personnes qui critiquent Metallica. Je dis, mais toi, à 30 ans, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, mais forcément, je dis, ben non, mais à 30 ans, qu'est-ce que tu as fait en tant que Mm. musicien? Explique-moi. Et c'est vrai que pour ça, moi, j'ai un énorme respect pour ce groupe. Alors, ils sont ce qu'ils sont. Lars Ulrich est une feignasse depuis des années, on le sait. Mais c'est quand même un groupe qui a fait Ouais, mais rêver c'est un pour excellent des. businessman. Mais par contre, voilà. Ah Ah, bah, ah, mais ah. clairement, mais absolument. C'est là-dessus. Et il a eu beaucoup d'avance sur beaucoup de gens parce que Napster, en fait, aujourd'hui, les artistes, s'ils gagnent pas un copec avec le streaming, il y a de ça aussi, tu vois. Surtout avec le nouveau truc qu'il veut faire là, où les plus petits groupes qui ne ramènent pas, je sais plus, moins de 1000 écoutes par Non, mois, ça alors c'est pas, en fait, parce que je me suis intéressé à ça. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui, pour niquer l'algorithme et gagner des sous, en fait, faisaient des très courts morceaux de 30 secondes, tu vois. Ah, Et ils en mettaient plein sur Spotify, tu vois. Et au final, tous les streams faits de ces 30 secondes, ça faisait de la thune. Et en fait, pour combattre ça, bah, ils ont pris la décision que si ça fait moins de temps de minutes, ça dégage. ok. Donc Bon, ça, la vraie raison, elle est là. Après, l'application, je ne suis pas allé plus loin, mais la vraie raison, c'est ça. ok. Mais où? Non, T'as vu, je moi, pose la question là. mais c'est bien. Moi, j'attendais sagement qu'il y ait un petit trou. Il y a quand même une chose sur laquelle on n'a pas parlé, c'est que là, tu es là, c'est toi qui as lancé le studio il y a 7 ans, Ouais, mais vous dites bien que c'est plus qu'un studio, que c'est un collectif. ouais. Alors, pourquoi le choix d'un collectif et est-ce que c'est vraiment un collectif? Est-ce que c'est pas toi avec une adjonction de personnes autour de toi et que ça forme un collectif, un conglomérat, mais c'est quand même toi qui es au centre de tout Oui, ça. oui.
Ah bah, de toute D'accord. façon, le studio, c'est moi, en fait, c'est comme ça. C'est moi qui mixe tout ce qui sort du studio, etc. Et ça, donc, après, le truc, c'est que euh, pour parler donc, de Steph Burier, ça fait des années que je le connais, tu vois. On a beaucoup bossé ensemble sur du Loot Blast, on a fait des formations ensemble, on a bossé ensemble sur des prods. Enfin voilà, donc ça, ça, ça s'est un peu fait naturellement, tu vois, que je lui dise, bah écoute, si t'as s'il y a des groupes qui te contactent, vas-y, viens, on les fait tous les deux, tu vois. Et voilà. Fred, c'est un peu différent parce que, donc Fred Leclerc de Creator, Fred, c'est un peu différent. On a bossé sur des arrangements d'albums. Justement, il a fait arrangeur sur des albums qu'on a fait tous les deux. Et en plus, c'est mon manager. Voilà. Donc oui, 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 c'est pas mal d'avoir un Fred Leclerc créateur en tant que manager, donc c'est plutôt cool. Alors, Un peu, je manager, le respecte. Ouais. attention, manager, le non-manager, en fait, il me dit pas comment travailler. Il me dit pas comment travailler. Par contre, il va me permettre d'ouvrir des portes que seul je ne pourrais jamais ouvrir, ou en tout cas pas aussi rapidement. Donc il va me permettre de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, de savoir quoi dire à quelle personne, de lui y aller à ma place en disant bah tiens je connais ce gars-là, il bosse bien, vas-y machin, bosse avec lui, blablabla. Voilà pour faire simple. Et DA donc de Drop Dead Chaos, DA c'est pareil, ça fait tellement longtemps que je le connais et tellement longtemps qu'on bosse ensemble, tu vois, sur des trucs. Et puis, enfin, pas systématiquement, mais très souvent, quand j'ai des groupes qui me disent ah putain, on aimerait bien rajouter un peu de synthé là ou des orchestrations. Ok, t'inquiète, je connais le bon mec, DA. Donc, en fait, tu vois, c'est juste. Bah oui, en fait, je mets les gens avec qui je travaille régulièrement, mais le studio, c'est moi. Oui, parce que DA, il est quand même, enfin, il n'est pas juste à côté de toi. Ah non, il est en Belgique. Bah oui, il habite en Belgique. Hein. Bah, tu sais, Donc, Fred, il est du côté de Verdun, si je dis pas de bêtises. Et puis, il est sans arrêt en tournée avec Créateur, donc en fait, il n'est jamais chez lui. Et il y a que Steph, en fait, qui habite à 40 minutes de chez moi. Enfin, de chez moi, du studio. d'accord, donc ça, à ce moment-là, ce sont des arrangements qui sont faits À par distance. Internet. Ouais. D'accord. Bah, de toute façon, honnêtement, je vais dire ouais, 70% de mon activité se fait à distance. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai que nous, quand on avait bossé avec toi en 2019 ou 2020, je sais plus, c'était que du truc à distance. Maintenant, c'est la facilité quand même de ça. Ouais. Voilà. Alors, c'est la facilité, mais c'est La facilité sur le pas- papier. ouais, c'est la facilité sur le papier, mais en fait, le truc, c'est que travailler à distance, ça n'empêche pas qu'il faut bien composer, bien Exactement. produire, bien arranger, bien enregistrer. En fait, la chaîne audio, il y a pas de raccourci. De toute façon, dans ce métier, il n'y a pas de raccourci. Vraiment, hein. C'est des raccourcis de carrière ou des raccourcis pour aller plus vite sur l'enregistrement d'un album sans sacrifier la qualité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, vraiment. Et dans l'audio, et ça, je le dis pour ceux qui veulent faire ce métier-là ou les musiciens, en fait, dans la musique, dans le son, il n'y a pas de magie, en fait. La magie du studio, ça n'existe pas. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas un bouton. Magie, hop, c'est bon, ça me marche super. C'est faux. La seule magie qui existe, c'est quand tu t'entends extrêmement bien avec le groupe et que ça matche tellement que tu as des idées qui fusent dans tous les sens et que ça sert la musique. Ça, c'est la magie. Et ben du coup, tu parlais de magie. Ça peut arriver sur les photos qu'il y ait la petite baguette magique qui soit liée à l'IA ou la AI. Est-ce que ça commence déjà à arriver aussi un petit peu au niveau du son, ça? Oui, 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 il y a des plateformes de mastering automatique qui proposent de l'IA derrière. Il y a des plugins qui commencent à être. Des plugins, c'est des petits logiciels que tu mets dans un qui commencent à embarquer de l'IA aussi. Euh, Est-ce que ça a une plus-value? Est-ce qu'on doit faire le haro dessus, pas bien, va des rétro Satanas, ou est-ce qu'on peut se dire que, allez, à petite dose, c'est entendable qu'il y ait ce petit coup de pouce là, ou bien est-ce que non, toi je tu te pense. dis c'est vraiment pas le bon truc, on va y perdre notre âme. Non, non, j'en suis pas là. Euh, mon passé de graphiste, tu vois, quand j'ai vu arriver Midjourney et tous ces trucs-là, tu vois, mon passé de graphiste a dit putain, c'est trop bien, tu vois.
tu cherches l'inspiration, tu envoies des mots-clés, le truc, il te sort une image, tu vois, et tu peux t'en servir toi pour créer ton propre truc en disant putain, ça c'est cool. Ouais, effectivement, cette luminosité, elle est chouette, vas-y, je vais m'en inspirer, puis je vais faire mon propre truc. Comme à l'époque où moi j'allais sur des sites qui référençaient plein de web design, tu vois, pour t'en inspirer, ah, tu trouves ça cool, machin. Pareil, voilà, c'est la même chose. L'IA, en tout cas, dans ça, ça remplace pas, en tout cas, ça ne remplacera pas pour l'instant ni un graphiste ni un ingénieur du son. Vraiment, faire du son, c'est beaucoup trop complexe pour qu'un programme puisse aujourd'hui, dans l'état actuel de développement de l'IA, et puis j'ai un membre de ma famille qui bosse là-dedans, donc je sais comment ça commence un peu à marcher, donc je sais aussi quels sont les dangers. Mais c'est encore trop balbutiant pour pouvoir remplacer complètement les décisions d'un être humain, parce que ça soit le graphisme, que ce soit la musique, que ce soit le tatouage, que ce soit tout ça, en fait, oui, il y a de la technique, mais aussi du sentiment, il y a de l'émotion. Et ça, La machine je ne peut sais pas pas si encore. un ordinateur ou même un programme super sophistiqué pourra prendre des décisions parce que cette musique te fait ressentir quelque chose parce que tu as vécu un truc il y a 10 ans qui te le rappelle et que du coup, tu as envie de le faire ressentir aussi à l'auditeur. Ça, je suis pas sûr que l'IA puisse le faire. Par contre, c'est une aide. C'est une aide parce que tu vas galérer sur un truc, tu vois, tu vas pas chercher, enfin, tu vas chercher pendant 10 minutes comme 10 heures, tu vois. Mm. Et demain, s'il y a un programme une IA qui, en un simple clic, tu dis, bah, je bloque sur ce putain de truc, j'y arrive pas, et qui va te dire, bah, ça. Ah putain, mais ouais, je suis trop con, tu vois. C'est comme le fait d'appeler un pote et de lui dire qu'il est plus expérimenté que toi. Tu dis, mec, je suis galère sur ce truc. Pourquoi, en fait? Bah, c'est ça. Ah putain, ouais, génial. Voilà. Tout dépend comment tu paramètres. Moi, je me souviens effectivement, bah, toi, tu connais cette personne-là, Nigou, mais c'était le Martin de Projet 86, qui lui utilisait ça en fait pour lui travailler en tant que dans un cabinet d'urbanisme. Et il expliquait qu'il l'utilisait effectivement, donc chaque GPT, il passait entre 20 et 30 minutes à paramétrer son chat GPT avant, mais il arrivait à avoir après ses offres, ses appels d'offres, en disant voilà, je veux que ça fasse ça, je veux qu'il y ait ça, à tel endroit il y aura ça, qu'est-ce que tu peux me proposer? Ben voilà, faut pas en devenir prisonnier, mais comme tu dis, ça équivaut à l'appel à un ami quand il y a un truc au moment où on Oui, coince sur quelque chose. c'est un outil, c'est un assistant intelligent. Euh, Aujourd'hui, tu as Siri qui t'allume les lumières. Bah, demain, elle te dira quelle ampoule il faut utiliser pour ne pas consommer trop d'électricité. Voilà. Justement, on va parler encore d'un petit génie. Question à la con. Tu tombes effectivement, tu vois, sur une boîte de CD magique, tu l'ouvres, pof, t'as un génie qui sort. T'as le choix entre la richesse éternelle, mais travailler qu'avec des gens, c'est des plaies et tu n'aimes pas du tout leur musique, mais par contre tu es riche hein, sur 15 générations. Ou au contraire, on te permet de bosser avec que des gens que tu adores, avec que les plus grands groupes, mais c'est que du bénévolat. Ouais, dans ce cas, tu bosses pas. Je suis père de famille, je suis responsable, je prends la richesse pour mettre ma fille à l'abri. Même si c'est extrêmement relou de ouf, je le ferai pour ma fille. Ouais, je pense que tu vois, je préfère ça pareil aussi. C'est pour ça que je te disais sur plusieurs générations. Si c'était que sur du truc d'instant-là, comme tu disais, Nigou, bah non, je préfère faire du bénévolat, voilà, mais effectivement. Mais en vrai, si je voulais être riche, je ne ferais pas ce métier. Hein, on se Non. le dit. Voilà, la richesse, elle est ailleurs, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ce serait compliqué. L'année 2023, donc ça y est, on est derrière nous, on l'a passé. Quel a été son événement marquant pour toi? La sortie de l'album de Drop Dead Chaos. Parce que ça a été compliqué de ouf à sortir cet album. Vraiment, ça a été dur. Dur moralement, émotionnellement, techniquement. Ça a été vraiment un album qui a été fait dans la douleur, mais vous imaginez même pas à quel point que ça a été compliqué. Donc le voir sortir, c'est waouh. Plus derrière, les concerts qui aboutissent, enfin les Ah bah retours ça, assez après, c'est eux. dithyrambiques Après, aussi c'est les sont là. garçons, ça, tu vois. Ça, c'est les garçons, ils s'amusent, ils vont sur scène, c'est cool, ils sont contents, tu vois. Oui, mais il y a Mais quand même les retours. Enfin voilà, les personnes disent. Enfin là, les chroniques ont été. On l'avait chroniqué dans ce Chronicle d'ailleurs ou pas, celui-ci, je sais plus. Je ne sais plus. Je m'en souviens plus. Je crois qu'il était passé, mais les retours Je en tout sais cas que je vais étaient. faire un live report, mais Ouais. la tempête Ciaran est passée par là. ah mince. Ah oui, oui, bah oui, oui, oui.
Bah, c'est reporté. J'ai plus la date en tête, mais c'est reporté 2024. Ben ouais, j'espère, parce que sinon c'était Oui, oui, oui. petit peu frustrant. Mais bon. Et à aucun moment, tu as envie, avec Drop Dead Chaos, justement, juste le temps d'un morceau, de faire. On te dit, voilà, tu as une super belle scène, voilà, on fait le concert du siècle et de l'année. Zéro moment, tu as envie d'être sur scène avec eux. Non, j'ai pas envie d'être sur scène. J'ai pas envie. Déjà, j'ai pas envie d'être sur scène tout court. Tu vois. Ouais. Il y a quelques années en arrière, il y a un gros groupe qui m'a demandé de prendre la guitare avec eux. J'ai refusé. Parce que je n'ai plus envie de monter sur scène. Je m'éclate, comme j'aime à le dire, je préfère produire que me produire. Voilà. Tu vois, c'est très con à dire comme ça, mais en fait, c'est Non, totalement la vérité. ça a du sens. Et en plus, enfin, tu vois, les DDC, ils sont extrêmement bons sur scène. Je n'ai pas leur niveau ni leur talent, en fait, tous autant qu'ils sont. Donc, je préfère rester à ma place et essayer de bien faire mon travail à ma place. Comme un papa qui regarde les enfants s'épanouir, et voilà, quoi. T'es fier d'eux. Oui, oui, je suis je suis pas leur daron, mais non, non, je suis vraiment fier de ce qu'on a réussi à faire, oui, bien sûr, parce que encore une fois, vraiment, ça a été une purge, vraiment, ça a été une purge. Ça a été très compliqué d'accoucher de ce putain d'album. Donc de pouvoir y arriver et de faire en sorte que voilà, qu'il y ait de belles choses pour eux qui se passent et tout, et de les voir aussi complices les uns avec les autres et de faire des bons concerts et de voir les retours des concerts, moi je suis extrêmement content. Ils sont très éclatés, en plus, géographiquement aussi, hein. C'est vraiment le groupe pas simple pour l'organisation. Ah, c'est un bordel. Et, C'est un bordel. C'est un bordel. C'est un bordel. Bon, maintenant, on des a dû, en solutions. fait, on a dû inventer une méthode de travail. Ah ouais. Je pense que, ouais, ouais, je pense que c'est ça qui a été extrêmement compliqué avec ce groupe. De toute ma carrière, ça fait que 7 ans, ça fait même pas 10 ans que je fais ça, voilà. Mais de toute ma carrière, je crois que c'est l'album qui m'a le plus foutu en l'air, en fait. Il y a des albums, hein, Ouais. moralement, tu sais, où tu fais, oh la vache, c'est compliqué, tu vois. Mais eux, non, ça a été vraiment euh, Est-ce faire qu'il n'y avait rouleau pas un risque? compresseur, quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas Hein. un risque justement de d'éclater votre groupe, puisque vous avez l'air d'être un groupe quand même avec les C'est un Drop groupe. Ouais, ouais, c'est un groupe. Non, non, Complètement. mais enfin toi et eux, c'est ça que je veux Vous Ah dire. oui, êtes oui, oui, collectif, oui, oui, ouais. oui, oui, nous Est-ce sommes un groupe, oui, que il bien n'y sûr. avait pas un risque enfin voilà, de tout faire éclater si c'était si compliqué que ça? Enfin voilà, au bout d'un moment de Ah se si, si, dire si, bah bien sûr, ah, non mais bien sûr, il y a eu une période où on se parlait plus, eux et moi, hein, du tout, hein. Ça a été, et pourtant, tu vois, Renato, c'est un pote de quasiment 15 piges, tu vois, voilà, on ne se parlait plus du tout. Ça a été vraiment, je pense qu'à cette époque-là, la distance nous a permis de ne pas nous foutre sur la gueule, honnêtement, hein. Ouais. Et Parce c'est que. que, parce que il fallait en fait, il fallait en parler. Je pense qu'avec l'heure que je dis ça maintenant, mais à l'époque, j'aurais pas dit ça. Mais je pense qu'il fallait en passer par là pour trouver cette méthode de travail et aussi se faire confiance. Il y avait ça aussi, tu vois. Il y avait ce côté, on se connaît pas forcément, on se Oui, c'est découvre ça. aussi par le travail. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de trucs. Les mecs Et venaient pas tous de la même scène non plus. Enfin, ça venait de la scène métal, mais c'était des non, groupes qui étaient assez différents quand même. Entre Flayed et Smash Hit Combo, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes univers, ni le même. ouais, ouais, Voilà, quoi. complètement, complètement. Puis DA qui débarque du black metal et qui nous Oui, fait bah, du rap, oui. pourquoi pas? Tu vois, allons-y. Mais non, 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 ça a été compliqué parce que dès le départ, moi j'ai voulu que ça soit drivé, on y va, c'est droit dans ses bottes, et puis il n'y a pas de copains, il n'y a rien, on bosse et on sera copains plus tard. À Il l'américaine. c'est pas passé tout de suite très bien, tu vois. Donc voilà, mais bon, maintenant ça marche, tu vois. Enfin, ça marche. Entre nous, ça fonctionne. Le groupe commence un petit peu à intéresser de plus en plus de gens. C'est très bien, tu vois, le pari est gagné. Enfin, en tout cas pour moi, sur les objectifs que je me suis fixé avec cet album, j'y suis arrivé, je suis très content, je suis très fier de ce qu'on a fait. Là, avec les morceaux qu'on a fait, on s'est pas du tout engueulé, bien au contraire, c'était super cool et je pense que ça va étonner les gens ce qu'on a fait. Donc, il y a un deuxième album, ça y est, qui Non, est dans c'est les. pas, c'est pas un album, je m'en fous. Je vous file enfin, l'exclu, il n'y a pas d'exclu, parce que Non, c'est pas Metallica, tu vois, mais non, c'est un EP. C'est un ok. EP, l'album. En fait, c'est très long de composer du Drop Dead, parce que Ouais. c'est très très long.
c'est comme ça. Il faut que ça plaise à tout le monde. Enfin, voilà, puis tu vois, c'est 8 personnes qui viennent tous d'horizons différentes pour contenter tout le monde, c'est compliqué. Et qui ont des Mais on y personnalités fortes. Ouais, encore que les personnalités, il y a jamais eu, en fait, paradoxalement, il n'y a jamais eu de problème d'ego, tu vois. On s'est pris la gueule, mais pas du tout pour des problèmes d'ego, tu vois. C'est Ah oui, problème je de ne parle vie, pas d'ego, hein, je tu vois. parle vraiment de personnalité, c'est-à-dire que Ouais, mais chacun a mais- quand même un univers bien affirmé. Enfin, oui, mais enfin, tous autant qu'ils sont, c'est vraiment des gentils garçons, tu vois. C'est même s'ils ont de leur personnalité, qu'ils savent de quoi ils parlent, tu vois. C'est des mecs qui sont, c'est vraiment des gentils mecs, vraiment, tu vois. C'est vraiment des mecs cool qui sont au service de la ZIC. Et si tu arrives avec une bonne idée, ça sera les premiers à dire, vas-y, on fait, pas de problème. Par contre, si tu arrives avec de la merde, t'inquiète, ils vont pas te louper. Et tu vas avoir 7 snipers en pleine poire, mais non, c'est juste que voilà, c'est un jeune groupe qui, comme tous les jeunes groupes, faut qu'ils trouvent leur marque, faut qu'on trouve la recette, faut que tu vois, c'est des tests, c'est des retests, et on va trop loin, on va pas assez loin, machin. Et puis moi derrière, je suis en arrangeur producteur en disant non, tu vas faire ça, non, refais ça, non, refais ça. Putain, je l'ai déjà fait 4 fois. Eh ben ça fera 5. Tu vois, Voilà. donc ça prend du temps, ça prend du temps. Mais bon, là, ça a pris moins de temps que ça finalement pour faire l'EP. Et ouais, je pense que j'ai vraiment hâte que cette EP sorte parce que je pense que les gens vont faire ça. En tout cas, j'espère qu'ils feront ça. Ça veut Ouais. dire qu'on aura bien fait notre job. Est-ce que tu as vu justement, tu parlais tout à l'heure du temps que ça prend de composer des albums, et là on parlait de la conception d'un EP. Enfin, je me rends compte, moi, par rapport aux potes, il y a de plus en plus de groupes qui passent du format on sort des albums à on sort des EP à on sort des singles. Tu t'en es rendu compte aussi, toi, de ça, ou ça te paraît pas. Oui, bah ça fait un moment déjà que l'industrie de la musique s'est tellement transformée tout au long des années avec la chute des ventes de CD. On parlait de Napster tout à l'heure, etc., etc. Tu vois, tout ça qui s'est vraiment transformé. Et puis le MySpace aussi, les réseaux sociaux qui ont permis à plein de groupes de popper dans tous les sens. Il y a toujours eu plein de groupes, attention, hein. Il y a toujours eu Oui, plein de groupes, mais les canaux de diffusion sont beaucoup plus accessibles qu'il y a 30 ans en arrière. c'est ça. Il y a 30 ans en arrière, j'avais que 15 ans, c'était trop cool. Non, j'adore mon âge, il n'y a pas de problème. Je me revois dans la cour du lycée, tu vois, où tu faisais du tape trade, tu sais, t'es là, putain, j'ai découvert ce groupe, vas-y, écoute et tout, machin, ah, vas-y, je te copie ta cassette, ah, j'ai un CD, bah vas-y, je te le copie sur cassette, enfin, tu vois, c'était On le genre de avait truc. tous un pote qui avait un grand frère dans les grandes villes qui allait à la Fnac et qui revenait avec des Voilà, CD. on y vient. Ça, alors, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore des fois où on discute, putain, j'ai découvert ce groupe, vas-y, écoute, mais c'est vrai que c'est plus, je me mets ma playlist Spotify, machin. Donc, en fait, il y a, ouais, il y a ce pléthore de groupes dans tous les sens qui sortent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'autre fois, je lisais, il y a un petit moment, je lisais un article sur justement le streaming. Si tu prends un style de musique que tu écoutes, avec toutes les sorties qui se passent, tu vois, dans tes oreilles, potentiellement, il n'y a que 4% qui t'arrive. C'est tout. Ouais, quand même. Donc, c'est-à-dire que tu as 96%, Ouais, c'est voilà, intéressant. et 96%, les 4%, bah, c'est les gros qui sont là, qui vont, qui machin. Donc, en fait, la parade qui est trouvée, je la trouve intéressante, c'est finalement d'être présent tout le temps. Donc plutôt C'est que ça. de sortir un album, bah, tu vas sortir des singles régulièrement pour habituer finalement ton auditoire à être Avoir ton en nom veille, régulièrement tu et vois, voilà. et de dire, ah putain, ils ont sorti un truc, ah ils sortent un truc, ah ils sortent un truc. Et puis une fois que tu en as sorti 4, 5, 6, et ben là tu sors ton album. Voilà. Donc au mais final, avant, il y avait les c'est- CD de titres, tu vois, je sais pas si tu te rappelles, JP, quand on était jeune, il y avait les CD de titres, les cassettes de titres, machin, tu vois, et puis tu allais chercher ça, et puis après, ah putain, en fait, ça a annoncé l'album. Bah, en fait, C'est c'est la même ça. chose, hein. C'est la même mais chose. Spotify aussi, en fait, ils obligent aussi quelque part un petit peu les groupes à produire très régulièrement pour pouvoir rester. Non, Non, c'est pas ce que j'avais non, entendu. non. Ah oui, alors ça, je me Pas rappelle obligé, mais suggéré justement pour Non, non, pouvoir être dans l'algorithme. non. Et En c'est pour fait, ça que les groupes sortent oui, très. Je me souviens de cette interview du PDG, enfin du CEO de Spotify, qui conseillait aux artistes qui voulaient vivre de leur streaming d'avoir du contenu très régulier. C'est ça qu'il a dit. Mm. Et les musiciens ont compris, ah putain, faut faire de la musique McDo pour pouvoir espérer vivre de notre musique. Ouais, non.
Non, il n'a pas dit ça, en fait. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit arrêtez de faire des albums et faites que de la musique et puis postez tous les jours de la musique et puis ne prenez pas votre temps pour bien composer votre musique et puis surtout refaire votre stock d'inspiration. C'est compliqué hein, de balancer un album tous les ans. Il y a des groupes qui arrivent à le faire. Hein, ok, s'ils veulent, mais voilà, la qualité est rarement au rendez-vous. Mais bon, c'est comme ça. Parce que c'est normal, tu peux pas, à moins d'être un fou furieux génie, machin, mais sortir de la musique tout le temps de qualité et qu'il soit ouf à chaque fois et que tu aies le temps de la produire, tu aies le pognon pour la produire. Ouais. Ah oui, là c'est de la musique pack dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais non, Spotify n'encourage pas à forcément obliger les gens à faire que des singles. C'est une façon de communiquer, c'est une façon de promouvoir ta musique et ton groupe, ça oui, enfin pas ton groupe, mais ton projet artistique. Ton univers aussi musical. Ouais. Mais il y a des groupes qui le font très bien. On parlait d'Architects tout à l'heure. Bon, bah eux, ils ont sorti un single, Seeing Red, la prod monstrueuse. Le clip, il révolutionne rien, mais il est extrêmement bien fait. Et ben voilà, tourné derrière, Falling in Reverse, pareil, ils ont sorti Popular Monster. Gros carton, allez, merci, bonsoir. Ils ont sorti Zombified, ça a été mi-figue. Et puis après, ils ont sorti Watch the World Burn, qui a été encore un carton gigantesque. Bah, en fait, il fonctionne que comme ça. C'est un single, un gros clip. Merci, bonsoir. Ouais, au niveau des moyens, ouais, ça marche. C'est assez colossal. Hein. Et tu vois, Ronnie Radke, donc le chanteur de Falling in Reverse, il le disait dans une interview. Il disait, mais moi, je préfère mettre toute mon énergie, toute mon inspiration dans un titre, toute ma thune dans un clip, mais que ça soit tellement Hollywood, tu vois, que ça marche. Et finalement, son point de vue se défend. Je dis pas qu'il a raison, je dis que ça se défend. Ça se tient en tout cas. Spotify, ouais. Tu as une playlist du studio sur Spotify, j'ai cru voir. Ah ouais, mais alors elle fait pitié parce qu'il n'y a pas tout. Hein. C'est le problème, j'ai pas le temps. Le truc, c'est que j'avais mis ça. J'étais con en plus parce que j'ai foutu ça sur la page du studio. Bah ouais. Et j'ai pas du tout eu le temps. Et je n'ai pas le temps de l'alimenter. Ouais. D'ailleurs, il faut que je le vire. Mais ça a dû rien dire. mais non, j'ai pas le temps. Vraiment, j'ai pas le temps. Et puis en plus, je me souviens pas de tout. Et en plus, je suis même pas sûr que tout ce que j'ai fait soit sur Spotify. Mais un jour, je le ferai. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 ? Bon, j'en sais rien, moi. D'être heureux. Voilà. Je le suis déjà, donc ça va. Qu'est-ce que tu peux te souhaiter pour 2024 ? De rendre ma fille heureuse et de rendre ma femme fière de moi. Voilà. Alors, Memento Mori, je suppose que tu sais ce que ça veut dire. Souviens-toi que tu es mortel, souviens-toi que tu es vivant, finalement. Est-ce que tu aurais un conseil Memento Mori à donner peut-être à n'importe qui, enfin à ceux qui vont nous écouter? Quel conseil justement voilà, dans un peu cette optique-là de vie l'instant présent? Rester à sa place. Voilà. Savoir rester à sa place, savoir fermer sa gueule aussi, c'est bien des fois. Moi qui dis ça alors que j'ai parlé pendant quasiment 2 heures, c'est génial, je me contredis, j'adore. Ouais, non, c'est voilà, c'est rester à sa place. Et puis si tu veux une meilleure place, bah bosse. Voilà. Et puis la vie est trop courte pour se poser trop de questions. Alors on avance et puis c'est cool. Super. Eh ben, merci. De rien. Merci à vous les gens qui les suivent cette interview qui va sortir dans très très peu de temps. D'autres vont arriver. On va vous en dévoiler au fur et à mesure du temps au niveau de l'équipe. On va vous dévoiler un tout petit peu plus de choses. Un énorme merci à HK pour son temps, pour ses explications, en espérant qu'effectivement ça va pouvoir un peu plus vous éclairer. Est-ce que les gens peuvent se permettre de venir te poser des questions si jamais ils sont... Sans aucun problème. Ben voilà. On a le numéro de téléphone portable de HK. J'ai pas posé la question de Nico. Donc, mais mon téléphone portable, il est sur la page de Drop Dead Chaos. Alors en fait, allez-y. Voilà. Puis de toute façon, c'est un numéro pro, donc pas de problème. Oui, j'ai le message personnel de Ranco qui me dit bon, à quand l'album de Loot Blast, HK?
Et ben, je suis sur les finitions, deuxième couche de peinture, le vernis, puis on est bien. Bon. Bientôt. Non, mais un album de Loublas, c'est toujours très long, c'est toujours comme ça. Et je l'en ai parlé avec Ranco, je dis, t'inquiète, je sais, c'est mon deuxième, je sais, voilà, c'est long parce que c'est comme ça que Steph il bosse. Il a besoin de prendre le temps, d'écouter, de prendre du recul, de s'aérer la tête, de savoir si ses choix sont bons, si machin, de refaire des parties de chant s'il y a besoin, de refaire des guitares s'il y a besoin, d'ajouter des guitares s'il y a besoin. C'est long, c'est comme ça. Il y a des groupes qui fonctionnent comme ça, qui vont pré-produire leurs morceaux en même temps qu'ils le mixent. Ah ouais. Ils ont l'idée, ils enregistrent, tu vois, puis après ils vont bonifier le truc au fur et à mesure. Le Blast fait partie de ces groupes-là. Il sait très bien où il va, hein, Steph, il n'y a pas de problème. Un peu de bouteille, le garçon, quand même. Donc oui, c'est très long. Mais Manifesto a été aussi très long. Donc voilà, mais de toute façon, il y a une deadline qui a été posée par le label. Donc il y a un moment, Steph, il va dire ok, c'est bon, j'arrête. C'est bon. En fait, le beat, il était très bien dès le départ, mais c'est bon, j'arrête. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis c'est comme ça. Voilà, c'est aussi De toute notre rôle façon. de s'adapter au groupe. Tu vois, il y a des groupes qui vont très vite, il y a des groupes qui sont très lents, et ben c'est comme ça. Merci à vous en tout cas, à très très bientôt. N'hésitez pas à suivre nos pages, n'hésitez pas à aller suivre aussi les pages du Vamakara qu'on va retrouver sur Insta, sur Facebook. N'hésitez pas à soutenir votre scène comme d'habitude. Si les gens passent dans votre coin, n'hésitez pas à aller voir les groupes, n'hésitez pas à leur dire que c'est bien. Enfin, comme l'a dit HK, la vie est trop courte, profitez-en. À bientôt tout le monde.